Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au World Forum. Encore une édition en fait auquel vous allez pouvoir participer. J'espère que on saura vous rendre ce moment intéressant et puis que vous saurez à la fin de ce moment comment vous allez vivre, habiter, vous déplacer pour construire la ville durable de demain. Alors durable en fait, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Est-ce que durable, ça veut dire tout à moins de 15 minutes de son domicile? Est-ce que c'est vivre dans des lieux qui sont moins énergivores? Est-ce que c'est concevoir des lieux qui permettent de vieillir, en fait, aller du berceau jusqu'au vieillissement, d'inclure des gens un peu mieux, travailler sur des défis environnementaux, tisser du lien, habiter, une vision de la ville de futur que nous allons découvrir avec nos différents intervenants qui sont évidemment des professionnels du secteur, qui sont à la fois des bailleurs, des promoteurs. Vous verrez en fait qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et puis des gens qui ont travaillé, notamment quelqu'un sur la ville du quart d'heure qui va nous rejoindre dans quelques temps. Jérémy Estrader sera notre premier intervenant. Il est président du groupe Habitat en région. Je l'invite à nous rejoindre en fait autour de la table. C'est un acteur de l'habitat social en France. Évidemment, il a un objectif, c'est de rendre les habitants acteurs de leur logement, si j'ai bien compris. Il a un objectif aussi, c'est de sécuriser les parcours en fait d'habitat. C'est de travailler sur l'aménagement en fait des quartiers, des villes. Et puis c'est l'adaptabilité du logement. En fait, tout à l'heure je parlais du berceau jusqu'au plus grand âge. Et bien évidemment, ça fait partie des sujets sur lesquels vous souhaitez travailler et que vous travaillez. Philippe Rémillon, alors aussi notre deuxième invité. Donc Philippe, je t'invite, je ne vais pas te vous voyer puisqu'on se connaît. Président de Villogia, un groupe qu'on ne présente plus dans cette région Hauts-de-France. Innovation sociale, besoin de mobilité, enjeux de l'habitat, inclusion numérique. Vous êtes à peu près partout sur ces sujets. Mais évidemment, vous n'êtes pas que sur ça, puisque au-delà de la ville du service que vous voulez mettre en œuvre, il y a aussi la dimension du bas carbone, qui est un des sujets sur lesquels vous travaillez excellemment depuis déjà un certain temps. Pascal Boulanger, je te demande aussi de venir nous rejoindre. Alors, le logement et la ville intense. Je pense que tu vas nous parler en fait de comment on peut mieux construire, plus construire, comment on y arrive et puis peut-être des difficultés rencontrées. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra se concentrer aussi sur la dimension de construire une nouvelle ville durable en fait sur notre territoire. Voilà. Et puis on terminera par un coup de projecteur avec Carlos Moreno pour ses contributions et son parcours sur les proximités urbaines et territoriales avec la ville du quart d'heure. Alors c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà entendu dans d'autres conférences. On essaiera de le mettre en relief d'une manière différente. Donc on est dans la ville du quart d'heure, mais vous savez qu'on est dans la métropole d'une demi-heure. Moi je dis souvent, dans la métropole, on ne se déplace pas. Quand on veut faire un tour, c'est jamais moins d'une demi-heure. Donc voilà. Donc j'espère qu'il saura nous dire comment on fait la ville du quart d'heure dans la métropole de la demi-heure. Alors, qu'est-ce que c'est la ville du quart d'heure? Quelques mots avant qu'il n'arrive. C'est changement de rythme de vie, c'est utiliser des bâtiments pour plusieurs usages, c'est travailler les polyvalences des lieux, et puis c'est avoir des budgets participatifs pour faire que les habitants puissent travailler ensemble en fait, sur les projets de leur ville. Voilà quelques mots en fait sur ce que nous allons traiter aujourd'hui dans notre atelier. J'espère qu'on trouvera de l'intérêt à vous en parler. Alors, je vais me présenter puisque je ne l'ai pas fait au démarrage. Donc moi, je suis Frédéric Sell, je suis directrice générale du CD2E, qui est l'accélérateur de la transition écologique Hauts-de-France, qui travaille sur le bâtiment et les travaux publics, spécialisé dans ce domaine. Alors, je vais vous parler simplement de 3 sujets en introduction en fait, sur lesquels nous sommes. Le premier sujet, ce sont les bâtiments durables. Le CD2E est un acteur pour rendre les bâtiments performants. Alors, pas simplement les rendre thermiquement performants, mais le faire avec des matériaux durables. On va construire et on va rénover. On va rénover énormément dans les prochaines années. L'enjeu, vous le savez, on est dans une région où on a 2 fois plus de passoires thermiques et d'habitats indignes que d'autres. 20% en France, 40% en fait dans notre région. C'est lié complètement à notre histoire industrielle. Et donc, le CD2E accompagne les promoteurs, les bailleurs, tous les constructeurs en fait, dans cette dynamique. Et évidemment, il accompagne les collectivités pour travailler sur ces sujets et surtout faire des choses concrètes sur ces sujets. Parce que, évidemment, il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi que les filières se mettent en œuvre. Quand on parle en fait, du chanvre, quand on parle du lin, quand on parle de la paille, évidemment, ce sont des sujets sur lesquels il faut avoir des filières locales. Il ne sert à rien de rénover avec de la laine de verre aujourd'hui. Il faut évidemment faire travailler localement les gens, avoir des circuits courts. Mais ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Parce qu'évidemment, vous le savez, quand on est sur des filières biosourcées, a priori
aussi agro-sourcés. On doit travailler avec les acteurs locaux parce qu'un agriculteur, c'est plein de bon sens et ça ne produit que ce que ça va vendre dans l'année. Donc pour réussir, il faut savoir anticiper ce que seront les besoins et le CD2E va collecter ce que sont les besoins des acteurs du territoire pour travailler avec eux et travailler avec les filières au développement de leur filière. Voilà. Deuxième sujet sur lequel nous travaillons, c'est le développement en fait, de l'autoconsommation collective, notamment en fait, sur le solaire. Le CD2E est un acteur de cette dimension-là, puisque nous avons depuis déjà une dizaine d'années un démonstrateur qui s'appelle LumiWatt, en fait, qui fait l'équivalent de 2 terrains de foot, sur lequel nous avons toutes les technologies du solaire, en fait, des plus anciennes pour voir comment elles ont fonctionné, jusqu'aux plus récentes. Et nous avons aussi des éoliennes urbaines. Donc venez nous voir au CD2E, parce qu'il y a aussi des choses à voir sur ce sujet-là, avec évidemment une étude longitudinale de leur usage et un réseau qui s'appelle le Coresol, le collectif régional des acteurs du solaire, sur lequel nous avons la possibilité d'accompagner les acteurs. Aujourd'hui, en fait, vous avez en région non pas de la production de panneaux solaires, mais vous avez l'ensemble des acteurs qui vont de la configuration à l'installation, au nettoyage, jusqu'en fait à la dépose, en fait. Et vous avez même dans cette région un acteur qui s'appelle Gallo, qui fait tout le recyclage en fait de des panneaux solaires. Voilà, donc Gallo qui est à loin. Donc vous voyez, la filière, elle est extrêmement organisée en région et on est capable d'y travailler. Dernier sujet, je vous en ai déjà un petit peu parlé, ce sont les biosourcés. Donc j'espère qu'on pourra y travailler ensemble. Voilà. Donc comment construire ensemble ? Comment éco-construire, comment avoir un meilleur usage des matériaux, et puis comment appuyer un certain nombre d'acteurs. Écoutez, moi j'ai envie de dire que presque j'ai des futurs clients autour de la table, donc j'espère que vous viendrez nous voir. Et puis, on appuie aussi notre dynamique sur un lieu qui est maintenant Bâti-Cité. Donc Bâti-Cité, en fait, c'est notre nouveau démonstrateur de la transition écologique. C'est le nouveau lieu du CD2E. Alors le CD2E, peut-être vous ne le savez pas, on est basé à Los en Gohelle. Alors c'est un lieu qui était évidemment une ancienne mine, la base 11-19. Ce qui est exceptionnel, c'était un lieu où on produisait du carbone, du charbon. Et aujourd'hui, en fait, on explique et on travaille avec les acteurs pour comment produire en fait des bâtiments propres avec des matériaux biosourcés. Et dans ce lieu, Bâti-Cité, vous y retrouvez 2 espaces. Un premier espace qui est l'espace prise de conscience sur la transition écologique, sur les bâtiments, et sur quels sont les enjeux, comment on y travaille. Et un deuxième espace dans lequel vous allez retrouver les solutions. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas en fait, de culpabiliser et de dire qu'effectivement, on est dans une mauvaise posture. Aujourd'hui, en fait, au CD2E, notre rôle, ce n'est pas simplement ça, évidemment. Ça a été certainement ça il y a 20 ans, au moment où on a été créé. Mais aujourd'hui, nous avons tous les outils et nous avons évidemment des expériences probantes, notamment avec des bailleurs sociaux en fait, de notre territoire, pour en fait vous accompagner. Et cet espace, en fait, il permet d'avoir par exemple des écorchés de murs dans lesquels vous avez du béton de chanvre, dans lequel vous avez de la paille, dans lequel vous avez du lin. Vous avez aussi tous les matériaux biosourcés qui permettent en fait sur un mur, qui vous permettent de voir un peu avec quoi on peut travailler. Et puis vous avez toute la partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, LumiWatt, sur lequel on vous montre déjà dans ce premier lieu-là à quoi ça ressemble, toutes les autres technologies en fait des énergies renouvelables. Et puis dernière chose, en fait, vous avez le BIM, parce qu'évidemment on travaille sur ces questions-là, notamment avec le BIM. Voilà. Donc je ne vais pas continuer sur le CD2E parce que vous attendez aussi les interventions de nos partenaires qui sont là. Donc reconstruire la ville sur la ville, construire durable, rénover massivement, limiter les déplacements, densifier la ville en laissant respirer la ville et ses habitants, intégrer les habitants dans des réflexions et des changements engagés, vivre du berceau grand âge, la ville de demain, sans stigmatiser et sans segmenter. Eh bien évidemment, je vais passer la parole à Jérémy Estrader qui va commencer en fait ce moment d'échange sur le sujet. Donc vous êtes le président du groupe Habitat en Région. Pas président, directeur général délégué, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être avec vous. Peut-être quelques mots déjà pour représenter le groupe Habitat en Région, même s'il est très présent ici dans les Hauts-de-France. Notre métier, c'est de construire notre métier premier, parce qu'on verra que notre métier, finalement, il sort de notre triptyque historique, construire, loger, gérer. Mais notre métier premier, c'est de construire et gérer des logements sociaux. Alors, on a un patrimoine en France de 237 000 logements sociaux. On est très présent ici dans les Hauts-de-France. On a 3 sociétés qui sont très ancrées dans leur territoire, SIA Habitat, SIGH et la SA de l'Oise. Et puis, on a créé une SAC pour coordonner avec un peu un espace de coworking nos actions et optimiser notre présence auprès de nos locataires dans les territoires des Hauts-de-France. Notre groupe, c'est avant tout, et je tenais aussi à le remercier, un collectif. On est 3300 collaborateurs pour servir cette mission d'intérêt général et accompagner
nos habitants dans leur parcours de vie, ces 485 000 personnes qui sont logées dans le parc du groupe Habitat en région. Et puis enfin, on a une dernière particularité, c'est un peu atypique pour un bailleur social, c'est que nous, on est filiale de banquiers, on est filiale des caisses d'épargne, et finalement, on s'inscrit pleinement dans l'ADN de nos actionnaires. Alors, juste deux mots sur comment nous, on voit la ville durable, comment on voit notre projet de développement. Nous, comme beaucoup de grands groupes, on vient de lancer notre projet stratégique. Alors, notre projet stratégique, on l'a présenté officiellement il y a quelques semaines. C'est un projet de développement, hein, c'est un projet de croissance. On va construire beaucoup de logements parce qu'il y a un besoin de logement qui est extrêmement fort. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre fait état de 4,100 millions de personnes mal logées en France. Eh bien, nous, on offre une réponse concrète. Alors, on va produire beaucoup de logements, on va acheter beaucoup aussi aux promoteurs. On a parfois des territoires dans lesquels on a 2/3 de notre activité qui est de l'acquisition de VFA auprès de promoteurs immobiliers privés. Mais on va produire du logement un peu différemment de ce que l'on a fait dans le cycle précédent. Je m'explique. Nous, sur un cycle de 17 000 logements, là, horizon 2024, donc c'est demain, on lance les ordres de service. On s'est engagé à, premièrement, étudier systématiquement le recours aux matériaux biosourcés. Donc ça, c'est une étude systématique par les équipes de maîtrise d'ouvrage de développement. Deuxième engagement qu'on prend est très concret, c'est que sur les 17 000 logements que l'on va produire demain, on va chercher la labellisation bâtiment biosourcé pour 1500 logements. 1500 logements qui seront construits à partir du mois de janvier prochain, en se fixant des contraintes un peu fortes, puisqu'on va chercher les meilleurs niveaux de certification. Donc c'est utiliser à minima 2 matériaux différents. On va chercher le niveau 2. Le niveau 2, c'est l'incorporation de minimum 24 kg par mètre carré de surface de plancher de matériaux biosourcés dans nos opérations de construction. 36 kg pour le niveau 3. Voilà, je crois que c'est une démonstration très concrète de ce qu'on fait sur la nouvelle production. Vous avez évoqué tout à l'heure un point qui est important, c'est qu'on construit, mais on a aussi toute la gestion de notre stock. Nous, on gère 237 000 logements sociaux. Donc on est un acteur important, un acteur économique important. Hein. Juste un chiffre, nous, on va investir demain, là, à horizon 2024, 3,4 milliards dans l'économie directement par la construction et par la réhab. Sur le sujet de la réhab, eh bien, on a souhaité aussi aller un petit peu plus loin que ce que nous impose la réglementation. La réglementation, elle nous dit quoi? Fin des logements étiquette G, les plus énergivores, à 2025, fin des étiquettes F à 2028. Eh bien, nous, on va plus loin dans le groupe. On a pris la décision avec l'ensemble des directeurs généraux des filiales d'éradiquer, c'est à peu près 7 000 logements, d'ici 2024, tous nos logements les plus énergivores F et G. Donc, on n'aura plus de logements qui sont producteurs et consommateurs de CO2. Je pense qu'il y a deux vertus à cela. La première, c'est qu'on redonne du pouvoir d'achat à nos locataires. Et puis la deuxième, on a vraiment pris en compte l'urgence climatique dans ce projet stratégique. Donc voilà très concrètement pour nous, bailleurs sociaux, ce que ça représente, le sujet de la transition énergétique et de l'urgence climatique. Très bien. Et alors, tout à l'heure, vous me disiez, moi je veux travailler sur l'adaptabilité du logement. En fait, qu'est-ce que vous comptez faire sur ce sujet-là ? Ça, c'est un pilier extrêmement important dans notre projet stratégique. Nous, ce qu'on s'est dit déjà dans ce projet, donc c'est un projet de croissance, mais c'est un projet où on va prendre en compte tout le cycle de l'habitat. Je m'explique. En fait, nous, historiquement, les bailleurs sociaux, on est très présents sur le logement familial et on va plus loin. On a créé un outil il y a quelques années qui s'appelle Axantia, qui porte tout ce qui est hébergement spécifique. On gère à peu près 10 000 équivalents logements. Et donc, on va accompagner les habitants depuis l'hébergement à l'autonomie. Et puis depuis l'autonomie à l'accession sociale à la propriété, on est très ambitieux aussi sur le sujet. On va s'appuyer sur des outils nouveaux, hein, le démembrement avec les organismes de foncier solidaire. On va lancer 750 opérations de bail réel solidaire aussi pour permettre en zone tendue l'accès à la propriété. On va globalement développer l'accession sociale à la propriété avec des dispositifs comme le PSLA. On est très présent ici dans les Hauts-de-France avec cet outil qui nous permet à la fois de faire tourner notre patrimoine et puis de permettre à des ménages d'accéder au rêve numéro 1 des Français. Ça reste encore de devenir propriétaire de son logement. Ça, c'est la première partie de ce que nous, on appelle le parcours résidentiel. Et puis, il y a un volet que nous, on n'a pas voulu oublier dans le parcours résidentiel. C'est une fois qu'on est dans le logement résidentiel, c'est le sujet de la perte d'autonomie, c'est le sujet de la dépendance, c'est le sujet du vieillissement. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, à titre d'exemple, le rapport Luc Broussy, hein, publié il y a quelques mois, il met en avant un chiffre, je trouve qu'il est assez parlant, effrayant même, c'est que d'ici 2030, on va avoir plus de 2 millions de personnes âgées de 75 à 84 ans. On a aujourd'hui 4,1 millions de Français qui sont dans cette population de seniors, et c'est plus de 2 millions demain, à horizon 2030. Et notre sujet, c'est comment on accompagne finalement dans un parcours résidentiel un peu de fin de vie, ces habitants. Alors, on a notre outil, hein, Axantia, on va construire et racheter 5000 logements, notamment en EHPAD, pour accompagner le sujet de la perte d'autonomie. Et puis, on a pris des mesures très concrètes. J'en ai 3 à citer.
La première, en fait, le sujet de la perte d'autonomie, c'est déjà un sujet de diagnostic. Donc nous, on forme dans toutes les entreprises, chez SIA, à la SIGH, à la SA de l'Oise, tout notre personnel de proximité, c'est un tiers de nos 3000 collaborateurs, au sujet de la détection de la perte d'autonomie. La deuxième action très concrète qu'on fait, qu'on soit locataire à Marseille, parce qu'on a aussi 105 000 logements en région sud-est ou dans le bassin minier, c'est qu'on va réaliser un diagnostic de perte d'autonomie pour tous nos locataires seniors. Alors on a beaucoup réfléchi avec Amélie, avec Pierre Tonneau, avec Édouard Durand, sur là où on met le seuil. Et nous, on a défini 75 ans, et au-dessus de 75 ans, tous nos locataires vont être contactés pour réaliser un premier diagnostic de perte d'autonomie. La troisième action très concrète, on s'est engagé sur une qualité de service, c'est de dire qu'il faut qu'on réponde dans un délai de 3 mois maximum avec une solution concrète. C'est soit on réalise des travaux, c'est par exemple vous êtes dans un appartement dans lequel vous avez une baignoire, et on casse la baignoire, on met une douche, on met des barres de soutien, ou alors c'est le relogement dans un logement adapté et accessible au handicap. Voilà, je crois que c'est des actions très concrètes. Nous, on doit aujourd'hui intégrer cette dimension du vieillissement, de la perte d'autonomie. C'est une priorité, et en tout cas c'est un axe fort de notre projet stratégique avec des actions très très concrètes. Très bien, écoutez, je vous remercie en fait de cette présentation, puisque vous nous avez mis en exergue en fait votre action en fait sur les biosourcés en fait, et comment vous allez vous engager dans une gestion de rénovation ambitieuse sur ce sujet, et puis évidemment travailler sur le cycle de l'habitat avec la dimension de l'appui notamment en fait du grand âge en fait, en accompagnant et en formant vos collaborateurs et en permettant de trouver des solutions. Donc bravo pour ce travail qui évidemment résonne en moi en fait à double titre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors je vais passer la parole à Philippe Rémillon, donc pour Veolia. Philippe, en fait, je pense que tu voulais nous éclairer en fait sur le travail qui est réalisé en ce moment en fait chez toi, en fait notamment sur le bas carbone. Voilà, on a, nous aussi, un nouveau projet stratégique qui sera dévoilé d'ici quelques mois et qui appuie fort sur une feuille de neutralité qui nous permettra d'être neutre zéro carbone en 2050. Alors évidemment, on a pour cela la logique de construction neuve de plus en plus vertueuse. On a déjà plusieurs centaines de logements qui ont été construits de manière totalement passive, les passive house. On a aussi on a beaucoup poussé à ce qu'il y ait des réhabilitations énergie zéro, avec des techniques nouvelles de bâtiments, les techniques hors site, le système Energy Sprong qui nous vient des Pays-Bas. On a eu 1 millier de logements qui sont programmés en Energy Sprong, même si évidemment pour les 45 000 qu'on a sur la métropole lilloise, c'est pas suffisant, loin s'en faut. Mais là aussi, il s'agit d'abord de tester, de mettre en œuvre, et puis ensuite de tirer les enseignements. Mais il y a un enjeu important, si je voulais être un peu complémentaire à ce que vient de dire mon collègue, c'est qu'il y a aussi les enjeux, les bailleurs sociaux comme les promoteurs immobiliers sont des aménageurs. Donc sur la problématique d'aménagement de la ville, il y a évidemment la contrainte qui nous arrive de la fameuse ZAN, zéro artificialisation nette, qui nous contraint évidemment pour le compte des collectivités territoriales de recycler des friches finalement. Mais derrière, on sait très bien qu'il ne s'agit pas que de construire, il s'agit de remettre au cœur ces problématiques de biodiversité. Donc on s'est engagé il y a déjà 3 ans en signant un engagement avec le ministère de la Transition écologique. À l'époque, c'était Madame Wargon. On est rentré dans la logique Act for Nature, donc un engagement pour maintenir ou renforcer la biodiversité et la nature en ville. Et puis, une fois que, j'allais dire, on développe, on déploie tout ce type de catalogue, après, derrière, ce qui compte, c'est évidemment, comme le fait notre collègue, ce sera quoi, finalement, la consommation énergétique en 2025, en 2030, en 2035, de l'ensemble du parc de Veolia. Nous, on est plus modeste qu'habitant en région. On représente à peu près 75 000 logements en France, dont 45 000 sur la métropole lilloise, mais avec une vieillesse de parc qui tourne autour de plus de 40 ans. Donc, on a aussi nos épaves énergétiques, FG. La contrainte réglementaire, c'est même que
ne soient plus louables à partir de 2034. On va chercher à faire mieux, c'est-à-dire à avoir aussi éradiqué les problématiques d'étiquette avant 2030, 2031, 2032, même si évidemment tout ça nécessite des investissements importants et colossaux. Donc voilà, nous, c'est recherche, mise en œuvre de solutions nouvelles, liées aussi au métier d'aménageur, que tous les bailleurs sociaux comme les promoteurs conduisent. Et puis, j'allais dire, le point que j'ai rajouté lorsqu'on a préparé, c'est tout ce qui est lié effectivement au care, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire toute la partie... Nous, aujourd'hui, on construit des logements, c'est des contenants finalement pour des familles ou des personnes, mais si on veut rentrer dans la ville inclusive, il faut aussi rapporter des services. C'est précisément la seule chose que les bailleurs sociaux n'ont pas le droit de faire aujourd'hui sur le plan purement réglementaire, puisque ça fait partie du champ aujourd'hui encore concurrentiel, sauf le médico-social, etc. Or, on sait très bien qu'on ne peut pas mettre le coiffeur dans le médico-social. Or, le coiffeur est très utile pour nos habitants des résidences autonomie. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que le coiffeur vienne à ces personnes où je parle du coiffeur, il y a évidemment la problématique des repas, voire même de l'accès à la culture. Donc ça, c'est un axe fort aussi sur notre stratégie, c'est comment pouvoir faciliter l'accès des services à nos locataires, qu'ils soient du reste évidemment en perte d'autonomie ou que ce soit même, si on veut que ce soit la ville du quart d'heure. C'est sûr que quand on réside dans un lotissement à 40 km de la métropole lilloise, il va falloir qu'on apporte de sacrés services si on ne veut pas que ces gens-là se revêtent d'un gilet bleu, vert, jaune ou rouge. Donc voilà, ça fait partie de ces actes. On n'a pas de réponse, mais on sait que de toute façon, il faut qu'on y travaille. Donc on y travaille activement avec, on espère, des réponses assez rapidement et évidemment des évolutions réglementaires. C'est une question à tous les deux, parce qu'effectivement, vous parlez des personnes âgées. On sait que les personnes âgées, elles souhaitent rester chez elles. Comment on imagine l'aménagement en fait, des locaux? Parce qu'il y a le parcours résidentiel, mais la difficulté, c'est que pour que les gens partent de chez eux, c'est toute une histoire. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer demain en fait, le réaménagement des lieux de vie actuels des personnes âgées? Comment vous le voyez? Déjà, c'est important ce que vous dites. Nous, on a fait une étude BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui nous dit l'enseignement suivant. 90% des Français plébiscitent le maintien à domicile en situation de perte d'autonomie. Donc ça veut dire qu'il faut adapter le logement. Nous, on croit beaucoup finalement au développement de l'habitat inclusif avec des espaces partagés. Ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté beaucoup. Et moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. On a une belle opération ici qui a été développée par SIA Habitat, qui met en avant la mixité intergénérationnelle. Je m'explique, en fait, c'est une résidence autonomie dans laquelle on a aussi des logements sociaux pour étudiants et des logements familiaux classiques. Et on va proposer à des jeunes, en échange de quelques heures pour accompagner des personnes en situation de handicap ou en situation de perte d'autonomie, des personnes seniors, en échange de quelques heures, une réduction de loyer. Voilà, je crois que très pratiquement, on peut organiser comme ça des choses qui fonctionnent, qui créent du lien aussi entre les générations. Et c'est important voilà, d'avoir aussi des espaces communs, partagés. Et c'est ce à quoi on travaille collectivement, bailleurs sociaux, pour développer aussi ce que sera la ville de demain en tant qu'aménageur, comme le disait Philippe, du territoire. Très bien. Alors Philippe, tu nous as parlé un petit peu de la rénovation. Je reviens en fait sur le biosourcé. Comment tu imagines en fait rénover tes logements en fait? Alors il y a du bas carbone, mais comment tu l'imagines en fait de façon massive? Est-ce que le recours aux filières fait partie en fait de la dynamique dans laquelle tu te situes? Alors absolument, c'est d'ailleurs ce qui est très difficile avec la logique aujourd'hui de remise en concurrence à chacun de nos programmes de réhabilitation, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal pour nous seuls à structurer des filières. Alors si je prends l'exemple d'Energy Sprong, on lance des réhabilitations par paquet de 150, mais à chaque fois, on est obligé d'attribuer globalement à celui qui est le mieux disant, et ce n'est pas forcément toujours celui qui est en train de réaliser des investissements massifs pour pouvoir justement, à terme, amortir son investissement. Du coup, le choix qui a été pris, c'était finalement de se regrouper. Donc on a bâti un groupement à l'échelle de l'Union régionale HLM qui s'appelle Jireo, qui va lancer des appels d'offres groupés sur, déjà, sur un premier appel d'offres de plus de 1000 logements, structurer une filière. Donc ça, c'est la première logique, il faut se grouper. On n'arrivera pas à échapper pour l'instant à ce qui est le code des marchés publics. Si on voulait structurer une filière, on ne pourrait pas. Alors qu'on a une commande qui est certaine, mais qui doit être saucissonnée pour être mise en concurrence.
Concernant les matériaux biosourcés, c'est sous une forme de pirouette, on compte beaucoup sur le CD2E. Et donc, effectivement, on travaille étroitement à s'en rapprocher. Et donc, effectivement, on sait qu'un certain nombre d'expériences ont eu lieu, y compris d'ailleurs dans nos réalisations, ne sont pas toujours toutes conclusives. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend plus des échecs que des réussites. On a beaucoup appris. Très bien, merci Philippe. Merci pour cet apport en fait sur le travail qui est fait par Veolia. Donc des constructions neuves plus vertueuses, une massification de la rénovation, un travail déjà engagé en fait sur Energy Sprong, et puis un appui en fait avec le CARE en fait en essayant de trouver des services inclusifs. Moi j'entends bien cette question dans la façon dont Veolia traite les choses. Alors je vais me retourner vers Pascal Boulanger parce que évidemment quand on est bailleur en fait on entretient son patrimoine, on le développe, mais quand on est en fait un promoteur, on vend en fait des choses de façon plus instantanée. Alors comment on imagine développer la ville durable avec les enjeux qui sont aujourd'hui ceux de demain, celui du bas carbone, celui des déplacements en fait qui doivent être plus courts. Pascal, est-ce que tu as des choses à nous apporter? Comment les promoteurs en fait imaginent leur activité, puisqu'ils malgré tout ils vendent quand même une grande partie des choses, y compris en fait aux bailleurs sociaux. Donc il faut être plus vertueux puisqu'ils attendent de la vertu sur ces sujets. Merci Frédéric, bonjour à tous et aux amis dans la salle. Sur un chiffre tout bête, mais on fait 56% du marché de la vente de logements sociaux. Donc 56% de la création, pardon, des logements sociaux sont faits par les promoteurs privés. Je vais être un petit peu décalé par rapport à ce qu'on a entendu, parce que le titre, c'est, si je me rappelle bien, comment construire la ville de demain. Et ce que je vois, en faisant vraiment le tour de France régulièrement avec cette nouvelle fonction, est-ce qu'on a encore envie de construire la ville? Et ça, c'est le vrai sujet sur lequel je réfléchis à la FPI. Si on fait une petite projection en arrière, l'État, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, a depuis très longtemps été bâtisseur. On a toujours eu des ministres du logement qui avaient comme envie de faire un chiffre record, et le but à atteindre, c'était 500 000 logements par an, et ça a été fait que très rarement. Bien. On avait des maires qui étaient des maires bâtisseurs. Vous savez que depuis la loi du 2 mars 82, ce sont les maires qui signent les permis de construire. Aujourd'hui, on ne sait plus. J'étais pas plus tard qu'hier soir avec même la ministre Emmanuelle Vargon, que mon ami Philippe Réunion vient de citer. On sent une société française perdue. Alors je vais m'expliquer, je vais être un petit peu long, mais on a un État ambigu, et j'ai même dit quelquefois, voire schizophrène. Je sais que quand je dis ça, c'est un peu provocateur, mais je le pense. On a une ministre du Logement qui nous pousse à construire la ville, vraiment, qui nous pousse et qui me dit quelquefois, quand elle me raccompagne, Monsieur le Président, aidez-moi à vous aider. On a au-dessus d'elle une ministre de la Transition écologique qui pousse à ne pas construire la ville. Et on a un Premier ministre qui pousse à construire la ville, et un président de la République dont chacun sait que le logement n'est pas forcément sa tasse de thé. Voilà la conjoncture dans laquelle nous sommes actuellement. Et on a des maires qui, depuis les dernières élections municipales, il y a 1 an et demi, ont un traumatisme, et je pèse encore une fois mes mots. Ils ont vu 2 maires bâtisseurs principalement, un de gauche et un de droite, comme ça je ne peux pas être accusé de quoi que ce soit. Un de gauche, c'était Gérard Collomb à Lyon, et un de droite, Alain Juppé à Bordeaux, dont les successeurs ont été battus par des maires écologistes. Et donc on arrive on rencontre les maires, et en tant que président de la fédération, on reçoit beaucoup de courriers d'adhérents qui nous disent « J'ai été reçu par le maire qui ne veut plus construire ». Un maire dans une commune de la métropole que j'ai rencontré pas plus tard que vendredi soir me dit « Moi, il faut vite déposer le permis, parce qu'à partir de mars, je rentre en campagne d'élections pour les municipales, je ne me trompe pas, qui auront lieu dans 4 ans, et comme je sais que le temps de l'acte de construire est long, virgule, un peu par leur faute entre guillemets, je ne veux plus qu'on dépose de permis. Donc voilà la société qu'on a choisie. Donc nous, les promoteurs, on est très inquiets. Je vais vous dire quelques statistiques rapidement. Depuis les belles années, c'était 2015-2016. Depuis ce temps-là, on a moins 27% de produits à l'offre. On a sur une année des villes dont les prix du neuf ont explosé. Le Mans, 25%. Angers, 17-18, enfin des choses comme ça. Et une catastrophe, nous n'avons plus d'offres. Exemple,
les promoteurs sont heureux quand ils ont à l'offre de logement 12 mois. C'est-à-dire un promoteur qui vend 1000 logements par an aime bien avoir 1000 logements à la vente. C'est une statistique classique. Au-dessus de 14, il est inquiet en se disant « Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de stocks, il faut que je déstocke. » Il va avoir les investisseurs institutionnels, peut-être les bailleurs sociaux. Enfin. Et en dessous de 10 mois, il est très inquiet. Mais on ne connaissait pas. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à 7 mois,48. Et on continue tous les mois à perdre de l'offre. Donc, j'étais en audition parlementaire dernièrement avec un député dont je tairai le nom parce que il ne mérite pas d'être cité. Il n'est pas dans la région. Il est de la REM. Il me dit, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes conscient que le métier de promoteur n'existera plus dans 10 ans? Et je lui réponds, est-ce que vous êtes conscient que je vais appeler à ne pas voter pour vous? Bon. Non mais si je dis ça, c'est pas pour vous faire rire, c'est parce c'est du vécu, c'est pas de la provocation, parce que je sais que Frédéric s'attend à ce que je sois un peu provocateur. Je le suis non pas un petit peu génétiquement peut-être, mais là par obligation, parce que voilà ce qu'on vit actuellement. Ce même député me dit, mais vous savez, il dit, j'ai regardé votre région, monsieur le boulanger. Pourquoi on continuerait à développer la métropole lilloise alors qu'il y a plein de logements vacants à Maubeuge, Fourmies, etc. Il dit, c'est pas idiot, mathématiquement. Mais s'ils sont vacants, c'est parce que personne ne veut y aller, parce que si les gens voulaient y aller, ils ne seraient pas vacants. Donc on est dans une société aujourd'hui qui se cherche, qui n'a pas trouvé les réponses, qui veut faire le ZAN, zéro artificialisation nette, Philippe en a parlé. Aujourd'hui, ce sera la moyenne des 10 dernières années d'artificialisation, moyenne annuelle des 10 dernières années, divisée par 2. Mais à partir du 1er janvier 2050, ce sera 0. Les mêmes qui veulent faire le ZAN ne veulent pas de la ville intense. Parce que moi, je suis assez d'accord sur le ZAN. On est tous assez volontaires de ne pas bousiller cette planète, de ne pas s'étaler. Mais dans ces cas-là, il faut monter. Mais les mêmes qui veulent faire le ZAN ne veulent pas la ville intense. Donc il reste la stérilisation de la population, l'euthanasie, qu'est-ce qui reste? Non mais, il faut être un peu sérieux. On arrive dans une crise que nous n'avons jamais connue. Nous avons des acheteurs comme il faut, il n'y a pas de problème de vente, il y a un problème d'offre, parce que cette société n'a pas choisi sa route, c'est tout. Si elle ne veut plus construire, ben qu'elle le dise clairement, et puis ben je ne sais pas ce qui se passera, mais si elle veut construire, qu'elle mette les moyens. Aujourd'hui, on a des refus de permis de construire partout, des maires qui ne veulent plus, et l'État qui est très ambigu. Je suis à la fédération depuis très longtemps, président depuis peu de temps, mais depuis très longtemps. On a toujours eu, je l'ai dit tout à l'heure en préliminaire, un État bâtisseur. J'ai rencontré les différents ministres du logement. C'était alors les chiffres. Ça. Là, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si l'État veut refaire la ville. On nous dit qu'il ne faut pas l'étaler, parce que vous avez vu, ça thrombose les métropoles, etc. Il faut faire, notre ami Carlos Moreno n'est pas là, mais il faut faire la ville du quart d'heure. On est tous à peu près d'accord. Et quand on arrive chez eux, ils ne veulent pas. Et je fais une petite parenthèse. Ici, dans les Hauts-de-France, on est vraiment les moins mal lotis. Je l'ai dit plusieurs fois aux élus, je vois qu'Audrey Cunet est dans la salle, je lui répète. Mais c'est vrai, parce que moi qui suis d'ici, vous le savez tous, j'ai vu des catastrophes ailleurs. Mais vraiment des promoteurs qui ne savent pas. J'ai même des promoteurs nationaux qui ferment des agences dans certaines métropoles en disant on n'a plus d'activité. Donc quand on dit comment construire la ville de demain, j'ai envie de dire est-ce qu'on veut construire la ville de demain? Je ne suis pas vraiment dans le sujet, mais je pense que je suis en plein dans le sujet. Non, mais je pense que si Jérémy Estrader était là, alors, si Carlos Moreno était là, il pourrait en fait peut-être répondre des choses sur le budget participatif, sur la participation des habitants, parce que les maires, vous savez que j'ai des ancrages un peu différents dans ma vie, les maires ne sont que le reflet en fait de la population, c'est-à-dire que la population, elle est atteinte du phénomène NIMBY, c'est-à-dire qu'effectivement, elle souhaite des logements, mais quand elle y est, elle ne veut plus qu'il y ait des logements qui se construisent à côté de chez elle. C'est un peu la difficulté, hein, je ne cherche pas à défendre les maires. Je sais qu'évidemment, c'est une posture que beaucoup de maires ont et je l'ai vu en fait et j'ai même peut-être subi ça en fait dans ma ville. Donc très concrètement, on voit bien en fait que c'est ce sujet-là qui joue. Donc la question, c'est comment on rend acceptable, comment on fait participer peut-être les habitants en fait à la construction de la ville. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est, par exemple, si on se retrouve en métropole, de thrombose
thrombose en fait dans la circulation. Quand on veut rajouter des logements, le premier argument va être que les gens vont vous dire c'est encore plus en fait de transport. Alors effectivement, peut-être qu'évidemment dans cette métropole, il faut développer les transports collectifs, mais avant qu'il y en ait, il y aura forcément des voitures et des gens qui vont avoir des difficultés encore plus de fonctionnement. On voit bien que ça fait partie des sujets à traiter. Donc la question, c'est comment en fait les acteurs qui sont autour de la table travaillent avec les acteurs de la ville pour développer l'acceptabilité avec les habitants en fait du territoire, pour leur permettre en fait d'accepter les nouvelles constructions. Parce que je crois que c'est aussi de cette manière-là dont ça se joue. C'est pas uniquement en fait dans la question. Je crois qu'il y a évidemment la dimension plus politicienne, mais la dimension de terrain, et c'est ce que reflètent les maires, qui sont quand même des acteurs pragmatiques, qui savent aussi que la population va grandir. Moi, je dis souvent aux gens que si on construit plus de logements, où on va mettre vos enfants en fait le jour où ils vont partir de chez vous. Donc là, c'est vraiment cette question-là peut-être qui vous est posée à tous. Comment vous pouvez vous y prendre en fait en tant que promoteur, en tant que bailleur, en fait pour permettre cette acceptabilité en fait sociale et sociétale en fait de la construction, de la rénovation de logements, de construire la ville sur la ville. Et Frédéric, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus écologique que les nouvelles constructions? Aujourd'hui, nos bailleurs sociaux détruisent même des passoires thermiques pour reconstruire dans des zones en rue ou ailleurs de nouvelles constructions. Nous-mêmes, nos logements sont hyper vertueux, aussi bien BBC que bas carbone. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, ça n'a pas grand intérêt. Et donc nous, on passe notre temps à démolir, effectivement, les promoteurs. Il n'y a plus beaucoup de terrains neutres sur lesquels on démarre. C'est souvent on reconstruit la ville sur la ville. Mais même ça, c'est pas admis, quoi. Donc, oui, j'ai déjeuné il y a une semaine avec Yannick Jadot. Et il m'expliquait que lui était pour la croissance. Et il m'expliquait qu'effectivement, il y avait deux thèses chez les écologistes, la thèse de la décroissance et la thèse de la croissance. Bon, Yannick Jadot épouse notre cause. Il dit, attendez, je sais très bien que ce que vous faites est bas carbone, vous reconstruisez la ville sur la ville, vous évitez l'étalement urbain. Mais il dit que chez lui aussi, il y a des thèses totalement différentes. Heureusement, c'est la thèse qui semblerait être majoritaire. Heureusement pour la construction, mais je reviens sur ce que tu disais, je ne stigmatise pas les maires. Je dis qu'il y a une population qui est ambiguë et un État qui ne sait pas où il va. Parce que même l'État, quand il nous impose le ZAN, quand il nous impose le référentiel qualité, pour continuer à avoir des avantages fiscaux, etc., il met des obstacles sérieux. Heureusement, on a pu quand même retirer quelques critères qui étaient complètement excessifs sur la qualité d'usage. C'est ça la question, c'est que pour nous, c'est nouveau. On n'avait pas, ce qu'on vit depuis 1 an et demi, on ne le connaissait pas. Donc on ne sait pas tellement comment l'appréhender, sauf qu'on voit dans nos chiffres pour l'instant qu'on essaye de faire des bâtiments les plus vertueux et on a moins 26% d'offres depuis 5 ans, avec une demande plus forte. Oui, moi, Pascal et Frédéric et Jérémy, on peut malgré tout entendre, comme l'aurait dit sans doute Carlos Moreno, ou qu'il redira, que effectivement la problématique de la construction, de la densification de la ville passe aussi par l'acceptabilité des mitoyens, des voisins. On a eu une longue expérience à Mouveau pour transformer une ancienne cité-jardin en cité à habitants à énergie positive. On a commencé par 2 ans de concertation. Et les 2 ans de concertation, c'est pas que de la concertation collective, c'est on va voir les habitants les uns après les autres et petit à petit, on les fait bien formuler le fait qu'ils souhaitent effectivement, quand ils ont des maisons et qu'ils sont seuls, peut-être éventuellement partager, quitte à avoir une baisse de loyer, quitte éventuellement, ils ont un grand jardin, à ce qu'on puisse construire dans leur jardin, etc. Mais ça prend du temps, c'est au cas par cas. Il faut le faire. Et il y a une chose qui est fondamentale, puisque Audrey Linkenheld est citée dans la salle, il faut qu'il y ait la concomitance de l'opérateur, qu'il soit promoteur privé ou bailleur social, et de la volonté politique. Parce que le maire reste un référent important pour nos concitoyens. Donc si le maire écoute, parle, participe avec le travail que fait l'opérateur, on peut, évidemment c'est un peu plus long, évidemment c'est sans doute un peu plus cher, évidemment c'est sans doute un peu contraignant, mais après tout, c'est notre métier à nous de maître d'ouvrage et c'est aussi le métier des architectes.
Donc je pense que c'est sans doute ce qu'on avait mal anticipé collectivement parce que voilà, je pense que le Covid aussi a accéléré une prise de conscience chez nos concitoyens, si bien qu'il y a eu une espèce de retournement complet sur la construction. Même si elle montait en puissance, on arrivait avec la participation à pouvoir, j'allais dire, l'atténuer. Là, on se le prend dans la gueule. Excuse-moi. Peut-être juste un mot. Effectivement, la transition écologique et construire des bâtiments durables, c'est certainement quelque chose de vertueux. Mais j'ai envie de dire que quand on est le voisin d'un bâtiment durable, on n'est pas forcément concerné en fait par cette question-là. Donc peut-être la question que tu poses en fait et la façon dont tu vois la résolution, c'est évidemment l'implication en fait des maires en fait dans la dynamique de construction. C'est peut-être aussi par des services au moment où on construit des nouveaux quartiers, où on construit des écoquartiers, par des services supplémentaires qui pourraient être apportés à la population à cette occasion, parce que c'est le moyen à ce moment-là d'apporter un plus en fait, un plus d'humanité, un plus d'échange en fait qui va pouvoir se créer autour de ces lieux en fait qu'on va construire avec des bas d'immeubles peut-être qui sont à réinventer et qui permettent des espaces communs qui permettront tout à chacun en fait de profiter des nouvelles constructions. Donc peut-être que la réflexion elle est autour de plus globale, de revenir sur évidemment la transition écologique des bâtiments propres. J'ai envie de dire aujourd'hui c'est évidemment ce serait la base, hein, mais par contre après qu'on ait une réflexion systémique en fait sur le quartier lui-même, sur ce qu'on peut faire en fait dans le quartier, dans la zone en fait d'habitation en fait ou de logement en fait sur lequel on est. Voilà. Je suis pas trop d'accord avec cette thèse, Frédéric, parce que tout ça c'est fait dans les enquêtes publiques au moment de l'élaboration des PLU. Ben oui, c'est mal fait, d'accord, mais on peut pas. Dans ces cas-là, les élus, tu sais, l'adage Nemo dit tour, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Nous, ils nous font des PLU. Ce n'est pas nous qui les faisons, ce sont les élus. Ils nous les imposent. Je fais une petite parenthèse. Il faut savoir que les PLUI sont plus restrictifs déjà que les PLU et que les PLUI, aujourd'hui, sont utilisés à 65% de leur capacité. Donc on a déjà des PLUI restrictifs, eux-mêmes utilisés qu'à 65% de leur capacité. C'est un peu comme si on disait la vitesse sur l'autoroute, c'est limité à 130, mais à partir de 90, on te flash. Il faut savoir si c'est 90 ou 130. C'est un vrai sujet. Donc après, ce monde de la concertation, on est d'accord, mais souvent le maire s'en sert aussi pour dire, vous voyez bien qu'il n'y a pas unanimité dans ma commune et je ne donne pas le permis. Donc on a passé des heures en réunion. Ils sont rares, les maires, il y en a quelques-uns dans cette métropole, ils sont rares les maires qui disent, mais de toute façon, j'irai au bout. Donc souvent, ces réunions de concertation nous font perdre beaucoup de temps, nous font perdre 1 an ou 2, nous font un risque de recours pour qu'à la fin, le maire nous dise « Mais vous voyez bien, ce projet, il ne passe pas. » Forcément. Qui va aux réunions? Ceux qui n'ont rien à foutre et qui sont contre le projet. Donc les gens qui votent, s'ils ne vont pas aux réunions, les gens actifs. Donc on a vraiment que ceux qui sont contre. Donc bien évidemment, le match est perdu d'avance. Donc on est un peu en colère parce qu'il faut que cette société choisisse. On peut pas dire les élus font les PLU. OK. Les élus, s'il les permis, OK, toujours d'accord. Les mêmes qui font les PLU qui doivent nous signer nos permis disent bah non, ça ne va pas. Pourtant, le permis correspond 100% au PLU. Sauf rares exceptions où il peut y avoir une erreur d'un promoteur. Mais en règle générale, les permis sont maintenant quasiment audités, quasiment à chaque fois, et correspondent. Donc c'est là-dessus que... Oui, alors après, on peut aller revoir tout le monde, on peut aller voir toute la rue, mais ça sert à quoi d'avoir fait un PLU au préalable? Il y a un vrai sujet, et pendant ce temps-là, on prend du retard. Pendant ce temps-là, on ne sait pas loger nos enfants. Pendant ce temps-là, les prix de l'immobilier partent en flèche, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, parce que comme il n'y a plus de neuf, l'ancien flambe. Et pendant ce temps-là, moi, j'arrête pas d'alerter en disant on s'en va vers une crise du logement, on s'en va vers des prix qui vont flamber, et on continue à dire il faut concerter quand tout le monde sera d'accord, et pourquoi pas. Donc ce que viennent de dire Frédéric et Philippe, ok, mais pas dans notre monde, quoi, chez les bisounours, désolé. Écoute, moi je pense que de toute façon, tu l'as dit en fait, hein, dans les réunions publiques, en fait, viennent les gens qui ne sont pas d'accord. Donc la vraie question, c'est qu'il faut évidemment inventer des modes en fait de concertation qui soient un peu différents de ce qui se fait aujourd'hui, pour permettre aux acteurs en fait d'être présents, en fait, ceux qui vont pouvoir en profiter, d'aller les chercher. Effectivement, je pense que c'est certainement un peu bisounours, mais je pense qu'il y a des projets qui aujourd'hui ne sortiront pas. Moi, j'en ai vu notamment dans ma ville, qui ne sont pas sortis pour ces raisons-là, parce que les acteurs en fait du territoire n'avaient pas été peut-être suffisamment concertés et qu'ils ne voyaient que des logements juste derrière chez eux qui allaient venir gêner en fait leur vue dans leur jardin. Voilà, donc je pense qu'on n'a plus trop le choix. Si certains projets doivent sortir, sauf qu'il y a aussi un changement de paradigme chez les promoteurs, parce que comme ils ont vu que les acteurs avaient changé, avant, un maire qui disait à un promoteur « Maintenant, je ne peux pas signer, vous ne vous rendez pas compte, venez me revoir dans 1 an ou 2 ». Aujourd'hui, les promoteurs attaquent.
moi, j'ai un comité directeur. Le comité directeur, c'est le bureau de la FPI, pour donner des petites histoires. Le bureau, j'ai la chance de le présider. J'ai un président délégué, 7 vice-présidents. Le comité directeur vient s'adjoindre les 15 plus gros promoteurs de France. Donc, ils n'ont aucun pouvoir, puisque c'est le Conseil fédéral qui a un pouvoir, mais ils ont quand même un sacré pouvoir d'influence. Je ne peux pas être contre mon comité directeur. Je les vois une fois par mois. Ils sont presque tous présents. Ça veut déjà dire quelque chose. Et à chaque fois, ils me demandent de durcir le ton. Mais écoute, Pascal, c'est plus possible. On t'a élu. On compte sur toi pour rentrer dedans. Bon, donc je le fais. C'est mon mandat. Je suis désolé, mais j'aime bien. Ça me va bien. Mais non, mais voilà ce qui se passe. Donc quand on nous dit tout ça, faut bien savoir que je vous citerai pas de nom parce que tout ça est confidentiel. Mais des très très gros majors, les présidents viennent eux-mêmes me dire ras-le-bol. Maintenant, on rentre dedans. Et sachez qu'il y a chez certains majors, la règle, elle est très simple. On va voir l'élu, on discute, on veut bien le voir une fois ou deux, on veut bien amender son projet. Et s'il ne veut pas qu'on le dépose, on dépose quand même. Et s'il refuse, on assigne. On en est là. Donc c'est pour ça que le titre, quand j'ai vu comment construire la ville de demain, la question c'est est-ce qu'on veut encore construire la ville de demain ? Alors, est-ce que vous, les bailleurs, vous rencontrez les mêmes problématiques et est-ce que vous voyez une solution en fait dans la façon de le traiter ? Ou alors comment vous le faites déjà aujourd'hui ? Parce que je suppose qu'évidemment vous y êtes confrontés. Je crois que c'est vrai que nous, on intègre, on a un certain nombre d'expérimentations dans le cadre de l'habitat participatif, notamment sur l'accession. On intègre les habitants dans la définition de leur logement de demain. Moi, je crois en tout cas que les bailleurs sociaux, ils le montrent, ils ont envie de bâtir. Ils ont envie de bâtir green, ils ont envie de bâtir durable, et ils ont envie d'avoir une dimension inclusive. Je crois que c'est notre métier, notre vocation, et on le fait plutôt pas trop mal. On a besoin aussi, parce qu'on n'a pas des maîtrises foncières dans tous les territoires gigantesques, donc on a besoin de travailler avec les promoteurs immobiliers, on a besoin de travailler aussi en proximité avec les élus pour libérer du foncier plus facilement, pour raccourcir. Pascal Boulanger parlait de 4 ans quand on lance une opération. Nous, les besoins de logement, ils sont l'urgence sociale, elle est là. On le voit dans chacun de nos groupes, de nos sociétés. Donc on a besoin d'alléger les procédures aussi pour nous pouvoir construire et proposer des solutions de logement, d'hébergement demain. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille encore plus main dans la main et renforcer peut-être notre lobbying pour libérer du foncier rapidement, alléger les procédures pour que nous, on fasse notre job en fait. Et toi, Philippe, est-ce que tu es confronté à ces problématiques et comment tu les gères ? Bien sûr, je pense que à certains moments, il peut être envisageable, devant une étonnante mauvaise foi d'un maire, mais ça arrive rarement, de pouvoir aller jusqu'au recours. Ça, je le comprends. Mais ceci dit, on sait très bien que une fois qu'un maire s'est pris un recours, c'est plus la peine de retourner le voir pour un projet. Mais est-ce que les maires sont à durée limitée ? Un mandat, c'est 6 ans. Bon, il y a des fois où on s'interdit de re-rentrer dans une ville après avoir fait pendant 6 ans. Je te coupe 2 secondes, Philippe, pour raconter une anecdote. Oui. Ça m'est arrivé. Il y a un maire qui me dit « Je vous refuse le permis ». Il me dit « Mais je sais un peu votre tempérament, je sais que vous allez me rentrer dedans ». Je dis « Oui, monsieur le maire ». Il me dit « Écoutez, on va faire comme ça. Je vous refuse le permis, vous m'attaquez. Vous me promettez ? Oui, je vous attaque. Très bien. Vous me dites l'avocat que je dois prendre, il se met en rapport avec le vôtre, on se débrouille pour pas donner toutes les pièces, on perd. Mais au moins devant ma population, c'est pas moi qui ai donné le permis, c'est le tribunal qui m'a donné l'injonction de le donner. Mais ça, c'est au mieux. Parce que de temps en temps, le maire, il veut vraiment pas, il vous a dans le nez ou je sais pas quoi. Donc, mais encore une fois, c'est le recours. Enfin, après, derrière, il y a des mouvements d'opinion. Si jamais les prix continuent à monter jusqu'au ciel et que même plus personne ne peut devenir propriétaire, à un moment, il y aura aussi une évolution de l'opinion publique par rapport à la construction. Mais je pense que la solution, c'est évidemment de travailler un peu plus en amont dans la concertation. Évidemment, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 2-3 ans. Et la deuxième solution, c'est effectivement de rajouter une dimension très sociale, très inclusive à nos constructions. Pour nous, bailleurs sociaux, c'est plus facile. Et j'enjoins les promoteurs privés à travailler avec nous dans ce domaine-là. Voilà. Alors moi, j'entends que la ville durable, c'est d'abord celle qu'on construit, en fait. Il faudrait déjà pouvoir la construire, donc il faut déjà passer en fait avec un certain nombre de messages sur ces sujets-là. C'est aussi accompagner, tu l'as dit malgré tout, alors c'est évidemment, on n'est pas dans le monde de oui, mais c'est aussi accompagner un certain nombre d'acteurs qui en ont besoin sur le terrain, parce que moi je crois que les plus sont des actes importants, mais je crois aussi qu'il faut accompagner ça par des actions de terrain pour définir ce que sont les besoins des habitants qui sont tout autour en fait de ces lieux dans lesquels on va construire et reconstruire la ville. Je pense que vous l'avez un peu évoqué, mais
mais c'est une nécessité aujourd'hui. Évidemment, les gens attendent des bâtiments qui soient plus vertueux, mais autour d'eux, en fait, ça ne va pas leur apporter à eux la vertu du bâtiment biosourcé en fait, dans lequel ils ne vont pas vivre. Je pense que c'est aussi ça la différence. On s'imagine que peut-être que dans certaines villes, ça peut faire la différence, mais je n'imagine pas que ça fasse la différence partout. Et on le voit dans des villes même qui sont très proches de ces questions. Voilà, donc est-ce qu'il y a des demandes d'intervention de la salle en attendant en fait Carlos Moreno qui n'arrive pas encore, donc pardon 12h, il arrive à 12h. C'est-à-dire c'est la ville du quart d'heure du moment qu'on a le TGV à l'heure, quoi. C'est ça, c'est la ville du quart d'heure en retard. Donc on va peut-être vous permettre de poser un certain nombre de questions en fait de la part de la salle, si vous en avez, pour vous permettre d'avoir un lien avec nos intervenants de qualité qui voudraient construire. Oui. J'ai juste une question. Quand vous concevez en promotion des logements, quelle est la place de la nature ? Parfois, je suis surprise, voire choquée de la proximité, par exemple, des immeubles et donc d'avoir une vue chez le voisin. On en parlait tout à l'heure, ce voisinage. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de cette place de la nature en ville pour que la ville soit plus vivable, tout simplement? Je réponds, ça m'a de répondre. D'abord, les PLU ont tout prévu, normalement. Les PLU ont tout prévu. Des quotas d'espace vert, alors ça dépend des PLU, mais c'est en général 25% à peu près de l'emprise foncière en espace vert. La pleine terre, plus de... C'est combien un mètre, la pleine terre? Je sais plus. Bon. Cela dit, la ville, c'est la ville. J'entends souvent cette question. La ville est faite pour urbaniser, être urbanisée, et dans la ville, il y a des vis-à-vis. Donc la place de la nature dans nos programmes, je vous dis, elle est très importante parce que ce qui compte aussi pour nous, ce sont de les vendre. Ça ne paraît pas, mais c'est important. Et donc, on sait que plus les programmes seront attractifs, et aujourd'hui, il y a une volonté de verdir, etc. Et nous y sommes très, très sensibles parce qu'on sait aussi que l'acceptabilité par la population de nos réalisations passera par ça. Simplement, la ville étant ce qu'elle est, oui, il y a des vis-à-vis partout en ville, mais les gens l'admettent, sinon ils ne viennent pas en ville. Donc, comment voulez-vous construire dans un centre-ville comme Lille, Paris, Lyon, Bordeaux sans avoir un voisin? C'est difficile. Donc, mais ce n'est pas un vrai sujet parce que les gens qui achètent et qui habitent en ville savent qu'ils auront des vis-à-vis. Alors, moi, je peux rajouter un exemple. On est en cours de traitement d'une friche, qui est une friche de plusieurs hectares au cœur d'une ville dense qui est dans la métropole lilloise. Et une friche, par définition, le plus souvent, c'est une ancienne usine. Donc on avait sur cette friche 0 arbre, 0 pelouse, 0 pleine terre. Et quand on reconstruit, on utilise évidemment la capacité de construire. On va, mettons, sur 4 hectares, on va construire 250, 300 logements, ou sur 8 hectares, on va construire 400 logements, mais on va remettre 40% d'espace vert. Et là, on travaille avec la nécessité de réintroduire la biodiversité, etc. Et c'est vrai que du coup, effectivement, pour les voisins, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a une technique pour faire admettre la densité, la très haute densité, la très haute construction, c'est la technique de la forêt tokyoïte, les techniques de Miyawaki. Et ça marche très très bien, en tout cas au Japon, qui, le moins qu'on puisse dire, est très dense, parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace constructible. Et donc ce sont aussi des pistes que nous non seulement que nous tirons, mais en plus que nous appliquons. Mais effectivement, la nature en ville, ce sont des sujets qui sont, par rapport à l'histoire de nos organismes HLM qui ont plus de 100 ans, ce sont des histoires qui sont relativement récentes et nouvelles. Parce qu'avant, c'était plutôt la puissance publique qui le faisait par elle-même. Et là, effectivement, vu la taille des projets d'aménagement, ce sont les délégataires de la puissance publique qui sont souvent des organismes HLM ou des promoteurs privés. Donc c'est effectivement nouveau. Peut-être en complément de ce que dit Philippe, on a beaucoup d'opérations aujourd'hui dans lesquelles on lance aussi autour de la nature des sujets de jardin partagés, de permaculture. Donc voilà, on a des expérimentations. Il faut probablement qu'on aille plus loin dans l'intégration de la dimension nature, biodiversité, mais on le fait et je crois qu'on est assez pionnier en la matière. Moi, je voulais revenir sur un sujet que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire on parle beaucoup de construire la ville de demain, et c'est vrai que nous, notre triptyque un peu d'origine, je disais en introduction, c'est construire
loger et gérer. Mais je crois qu'en fait, notre mission, elle va plus loin parce qu'une fois qu'on a créé du logement, on a un sujet aussi. Notre métier, nous, en tant que bailleur social aussi, c'est d'accompagner des populations dans les quartiers un peu difficiles. Et on a le sujet de l'emploi qu'on n'a pas évoqué, sur lequel moi, je voulais revenir parce que je pense que c'est extrêmement important. Alors, on a, nous, des structures qui ont lancé des expérimentations. Hein. À côté de Valenciennes, on a la SIGH, qui est une de nos filiales, qui propose des rencontres Pôle emploi dans son territoire. Je pense que c'est important aussi de favoriser l'insertion, la réinsertion aussi des personnes qui sont en précarité. Et puis on a SIA aussi qui propose des parcours personnalisés, individualisés pour le retour à l'emploi. Je pense que ça, c'est aussi notre mission. Notre mission, c'est pas que de construire et de gérer les logements, c'est aussi d'accompagner. Nous, on s'est fixé un chiffre clair. C'est aussi dans les opérations de construction et de réhabilitation. Aujourd'hui, on a 140 000 heures qui sont réservées à l'insertion par l'emploi, la réinsertion par l'emploi. Demain, 2024, c'est 100 000 heures de plus. Il faut vraiment, et je crois qu'on est un acteur économique important, on peut créer de l'emploi, il faut aussi qu'on crée de l'emploi à l'occasion de l'exercice de nos métiers dans les territoires. C'est extrêmement important, on le fait, on doit aller plus loin aussi pour favoriser le retour à l'emploi. Moi, j'étais il y a quelques mois dans une cité HLM un peu connue qui s'appelle la Castellane à Marseille. C'est les gens qui vivent dans ces cités, ils ont besoin aussi d'avoir un projet. L'avenir, c'est avant tout un emploi. Et puis les jeunes aussi, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on les ouvre un peu à ce que c'est que la culture. Nous, on a fait un super truc à la SA de l'Oise. On a proposé aux jeunes au mois d'août qui ne pouvaient pas partir de découvrir le Graphe. Le Graphe, c'est super. On participe, ça nous a coûté 2 500 € pour acheter des bombes. Et pendant un mois, on a des jeunes qui ont eu une ouverture à ce que c'était que la culture sur un immeuble qu'on allait démolir, où on les a initiés à la culture du Graphe. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, et toute cette plateforme de service qu'évoquait Philippe, il faut qu'on aille plus loin parce que notre métier, c'est pas que de gérer les actifs immobiliers. Écoutez, moi je vais rebondir sur votre propos parce que je le trouve extrêmement intéressant. Reconstruire la ville ou reconstruire les bâtiments de demain, c'est aussi l'occasion. Alors il y a des clauses d'insertion. Ces clauses d'insertion, elles peuvent être en fait relativement larges. Mais comme en fait aujourd'hui on repart sur des nouveaux métiers en fait avec des nouvelles techniques, je pense que ça pourrait être intéressant de former des gens en fait sur ces nouvelles techniques et de leur permettre d'accéder à ces métiers pour qu'en fait on n'ait pas que des peintres, parce que ça a souvent été le cas en fait dans les clauses d'insertion, des métiers en fait qui sont des métiers relativement simples. Là, on peut leur apprendre à projeter du béton de chanvre, à travailler sur le lin, à mettre de la paille, des choses que personne ne connaît dans les entreprises de construction et sur lesquelles ils partiront, en fait, j'ai envie de dire, du même pied d'égalité en fait, que les autres collaborateurs qui pourraient se former. Donc c'est l'occasion peut-être de faire un saut en fait, avec peut-être des allocataires du RSA en fait, dans les territoires qui pourraient prendre ce type d'emploi. C'est peut-être un moyen d'avoir la ville qui se reconstruit avec plus d'équité en, fait, en étant plus intégrative. Alors Frédéric, nous là-dessus, on a, à l'occasion du volume de démolition de logements dont parlait Pascal Boulanger tout à l'heure sur la métropole lilloise, donc de l'ordre de presque 5000 logements. Donc on a construit avec les bailleurs démolisseurs une plateforme de recyclage en fait, de tous les matériaux de déconstruction. Et donc, l'objectif que l'on vise, notamment, et c'est le plus simple, on va générer plus de 500 000 tonnes de béton démoli. Donc, de recycler ces bétons pour pouvoir, à l'intérieur, avoir la possibilité d'avoir une reproduction, une construction à partir de ces bétons recyclés qui soit 30%, 40% moins cher. Et toutes ces filières d'éco-circularité sont des filières sur lesquelles il n'y a pas de collaborateurs. Donc là, il y a la possibilité en plus de structurer des nouveaux emplois comme l'a fait Vitamine T à son époque, il y a, je pense, au moins 30 ans, justement sur des métiers qui n'existaient pas pour recycler les produits qui viennent des démolitions des machines à laver, etc. Donc ça fait aussi partie de la ville inclusive, même si c'est pas dans le quart d'heure, ça peut se faire en quelques années. C'est particulièrement vertueux parce qu'on le sait, les filières de recyclage locales, si on les organise, elles permettent en fait de créer des emplois localement. On a toujours eu du recyclage en fait dans les bâtiments qu'on détruisait. Ils repartaient plutôt au national avec un traitement en fait qui se faisait pas forcément ici. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement ce que vous avez fait avec je crois que c'est la méta en fait. T'as pas dit non, mais c'est avec la méta en fait ce travail sur le recyclage local qui permet effectivement de créer de nouveaux emplois. C'est une bonne occasion de créer de nouveaux emplois pour des gens qui seraient peut-être un peu plus loin en fait, d'emploi. Il y a tous ceux qui vont devoir se former dans les entreprises qui sont déjà présents, mais c'est le pied à l'étrier qu'on pourrait donner à des gens qui n'y sont pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, monsieur et après monsieur. Il y avait monsieur déjà? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu sur le côté.
et monsieur après. Oui, bonjour. Donc je voulais juste rebondir sur ce que vous citiez en termes de mini-forêt. Moi, j'accompagne des entrepreneurs sur des projets impact positif. Et je vous invite à aller voir un projet qui s'appelle Coup de pouce. C'est un ingénieur en 5e année de Centrale. Et sur le principe de la mini-forêt que vous citiez avec Miyawaki, c'est quoi le principe? C'est 3 arbres au mètre carré, c'est-à-dire 3 fois la densité d'une forêt moyenne. Donc moi, je lui ai proposé, et j'invite les entreprises et les institutionnels aussi à faire la même chose. Il y a la communauté de communes de Compiègne qui lui offre là un terrain de 420 mètres carrés. Sur 30 mètres carrés, donc moi j'ai un terrain de 3000 mètres carrés, je vais proposer 30 mètres carrés, de faire un démonstrateur à Saint-Martin-Boulogne, donc pour dire, ben oui, on va planter 100 arbres, mais avec mes clients, on va les planter ensemble et ils pourront eux aussi peut-être dans leur jardin, dans leurs entreprises, dans leur, pourquoi pas la communauté de communes, je suis en train de me mettre en lien avec Saint-Martin, donc avec Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et c'est quoi le résultat? C'est qu'au bout de 3 ans, sans quasiment d'entretien, bon au début il y a peut-être un peu de choses à faire, on va capter 1,4 tonnes de tonnes de CO2. Alors ça peut paraître minime, mais si tout le monde le fait, 30 mètres carrés, ou 100 mètres carrés, ou 1000 mètres carrés, ben on va arriver à des résultats extrêmement positifs. Hein, les sujets de déforestation, on peut en parler, mais voilà un exemple concret, et en plus, ça améliore notre environnement et notre contexte dans lequel on vit. Moi, je l'ai fait pour ça, pour mes clients. Voilà. Merci de votre témoignage, Donc, monsieur. allez voir Coup de pouce, la campagne Ulule, planter ma mini-forêt. Il y a encore monsieur qui voulait intervenir, et monsieur, et après Carlos Moreno étant arrivé, on va parler du quart d'heure d'avance, de retard, sur lequel... Syndical, voilà. Oui, bonjour. Je voulais m'adresser aux promoteurs et aux bailleurs, et je voudrais simplement avoir leur opinion sur cette obligation de logements sociaux dans leur quota de construction. T'as 5 minutes pour répondre, parce que là, pour le coup, je pense qu'on peut rester 1 heure, en fait, sur ce sujet-là. 1 minute. C'est ambigu. Suivant. C'est ambigu parce que quelquefois, nous ne sommes pas demandeurs et nous avons l'impression que... faut savoir que quand nous vendons, en règle générale, des logements aux bailleurs sociaux, nous les vendons soit légèrement à perte, soit à marge zéro. Bon. Et donc on appelle ça, nous, l'impôt palier, parce que comme il faut équilibrer nos bilans, on doit répercuter le manque à gagner sur les autres logements. Et donc on trouve que quand il y a demande de service public, puisque c'est une notion, l'État devrait abonder. Donc, on entretient d'excellentes relations avec les bailleurs sociaux. Il y a eu une période un peu plus compliquée aujourd'hui. Les relations sont excellentes. Quand je vous dis c'est ambigu, parce que dans ces cas-là, on n'est pas très demandeur. Mais il nous arrive aussi de subir des moments de crise de la demande, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, c'est une crise de l'offre. Et là, pour être très franc avec vous, on est bien content d'avoir aussi nos copains bailleurs sociaux pour nous dépanner ou déstocker. Voilà, donc on est ambigu. Pas demandeur quand ça va bien et pourquoi pas quand ça va pas bien. Je vous ai répondu clairement. Très bien. Peut-être si ça t'embête pas, tu veux répondre? Non, mais juste pour expliquer, quand la loi SRU est sortie en 2000, c'était parce qu'on était sur un constat qu'on avait finalement construit les logements sociaux tous au même endroit dans les villes, donc dans les fameuses ZUP, etc. Et que 20 ans après, c'était très très difficile d'y vivre dans ces ZUP. Donc la loi SRU, elle a simplement proposé que les logements sociaux soient beaucoup plus intégrés dans la ville. Et donc elle a fixé un quota. Voilà. Donc nous, en tout cas, pour ce qui concerne les bailleurs sociaux, ça a été une capacité à pouvoir développer des offres complémentaires dans des villes bourgeoises, ce qui n'était jusque-là pas possible, pas ouvert. Donc pour nous, ça a été une fantastique accélération de création de mixité sociale. Ça n'a pas réglé le problème des anciennes cités, mais ça a quand même transformé l'œil que le grand public a sur le logement social en disant « Ah ben maintenant, on ne voit plus la différence avec les constructions privées. » Et pour cause, puisqu'une partie était construite par les promoteurs privés. Donc oui, vive la loi SRU. Très bien. Écoutez, une dernière question et après on fera l'intervention de Carlos Moreno. Monsieur, vous aviez une intervention tout en haut. Merci, bonjour. Ce sujet est abordé par les professionnels de l'immobilier qui sont présents. Est-ce qu'en fait, on n'est pas face à un problème un peu plus systémique
dans la mesure où toutes les instances de concertation que nous avons pu créer, notamment pour la création des PLU ou pour tous les documents d'urbanisme, s'opposent aujourd'hui en fait à des personnes qui ne sont pas d'accord avec la façon dont le procédé a été élaboré et qui arrivent à s'opposer, pas simplement les permis de construire, ça peut être un aéroport, ça peut être d'autres choses. Est-ce qu'on n'aurait pas, si on voulait construire la ville de demain, dont d'ailleurs je ne connais pas bien comment elle pourrait être, je n'arrive pas encore à l'imaginer, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement commencer par imposer un peu plus de démocratisation dans nos actes de construire ou dans les concertations qui sont nées? Bon, les quelques immeubles que j'ai pu construire qui ont été bien accueillis, c'est lorsqu'on a pris le temps d'aller voir le voisinage, lorsqu'on a pris le temps d'expliquer, et puis vous l'avez dit madame, lorsqu'on a pris le temps aussi de permettre au voisinage de bénéficier d'équipements collectifs, de chauffage urbain quand on arrive à l'apporter, par exemple, comme ça a été le cas à Lyon à la Confluence, mais dans lequel on essaye de s'intégrer dans un réseau qui existe déjà, alors que je crois que le fait de se réfugier derrière le PLU n'est pas forcément aujourd'hui une bonne solution d'intégration des immeubles. Je pense qu'on ne va pas revenir sur le sujet, mais effectivement, votre point de vue, moi, je le partage. Je pense que les instances, c'est une chose. Maintenant, il faut faire vivre les instances et le mode participatif dans lequel on peut intégrer les gens dans la construction de logements qui va se dérouler à côté de chez eux pour qu'ils puissent bénéficier. Alors, vous faites la transition très, très forte vers Carlos Moreno qui va nous parler de la ville du quart d'heure. Alors, vous savez, Monsieur Moreno, bonjour. Je suis ravie que vous nous rejoigniez. Vous savez que vous êtes dans un territoire qui a travaillé en fait sur le design assez fortement, mais le design de l'usage. Et le design de l'usage, je crois que c'est ce que vous prônez en fait dans le travail sur la ville du quart d'heure, puisque c'est comment mieux et plus utiliser les bâtiments, comment faire de la concertation, comment avoir des budgets participatifs, travailler sur ces sujets. Donc écoutez, j'aimerais bien vous entendre sur le sujet, parce que moi je vous ai jamais entendu, j'ai eu l'occasion de lire des choses, et j'aimerais bien vous entendre sur le sujet de la ville du quart d'heure. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette introduction, et bonjour à toutes et à tous. Je trouve des amis, c'est un plaisir de passer. Je m'excuse pour mon absence précédente, mais je viens d'Aix-en-Provence et en arrivant ici, j'avais une conférence en Écosse que je viens de finir sur les sujets. Donc, c'était la Fédération des villes écossaises et donc je suis avec vous, je crois que pour une prise de parole de 20 minutes pour parler de ce concept-là, c'est bien ça. Voilà. Donc, pour bien comprendre donc en 20 minutes mes travaux et ce qui est devenu aujourd'hui effectivement un phénomène mondial qui m'échappe, hein, puisque voilà, maintenant c'est dans les 5 continents, des villes du monde entier, grandes, petites, de toutes les tailles, toutes les langues, et avec des cultures parfois très différentes. Si on veut aller un peu à l'essentiel de ce que ces concepts, en fait le constat, et je l'ai fait lors de la COP21, déjà il y a bientôt 6 ans, puisqu'on vient d'avoir la COP26. Donc, quand j'ai proposé ces concepts à l'époque, après la COP21, c'était de dire nous voulons donc attendre la neutralité carbone à l'horizon 2050 parce que nous sommes tous conscients au niveau planétaire que le changement climatique, c'est notre ennemi dans toutes les latitudes et que donc on a une responsabilité planétaire civilisationnelle donc pour que on continue à avoir une planète qui soit habitable, vivable, en tout cas telle comme on le connaît aujourd'hui. Le constat, c'est que les villes, c'est les principales contributrices de CO2 et que dans les villes, c'était vrai et lors de la COP21, c'est encore vrai aujourd'hui. Et ce qu'on appelle les transports, aujourd'hui on appelle les mobilités, donc sont également les principaux éléments de contribution aux émissions de CO2. Et donc, lors de la COP21, il y a eu, bien sûr, l'accord de Paris et les sommets des millénaires pour le climat, qui a été convoqué par Mme Hidalgo, qui était à l'époque donc à la tête du C40, avec Michael Bloomberg et donc des maires du monde entier, et qui ont acté un certain nombre de démarches pour que nos villes prennent une route donc décarbonée. Et passage vers l'électrique, et donc diminution de l'effet de CO2 par de nouveaux matériaux dans la construction, bâtiments économie positive, groupement des achats, et aménagement des villes pour qu'on puisse plus marcher, plus utiliser le vélo, plutôt qu'utiliser systématiquement la voiture en mode autosolisme, bannissement des diesels, etc.
Et donc à ce moment-là, j'ai posé une voie différente et j'ai dit, en fait, on ne peut pas répondre juste avec des mesures pour mieux circuler, mais un véhicule électrique. Et il faut qu'on se pose la question concernant nos modes de vie, c'est-à-dire pourquoi on doit se déplacer autant tous les jours. Pourquoi, globalement, à peu près dans le monde entier, et dans des aires métropolitaines, globalement, pourquoi 70% de la population active s'élève à peu près aux mêmes heures, entre 6h30 et 8h30, quelle que soit la fuseau horaire, et ils vont se déplacer plus d'une heure, souvent en moyenne, à l'aller et autant au retour, pour converger vers moins de 10% du territoire. Voilà, donc c'est un entonnoir, les gens partent, hop, et se retrouvent à 10% du territoire, et les soirs, c'est le chemin inverse. On appelle ça un mouvement pendulaire. Et effectivement, la pendularité, c'est une des causes les plus importantes de la dégradation de la qualité de vie. Pas uniquement parce que les gens prennent leur voiture, bien sûr, c'est aussi pire encore parce qu'on a l'autosolisme, on a le diesel et tout ça qui polluent, mais dans les transports de masse, on ne les fait pas non plus dans des bonnes conditions. Et on passe un temps relativement important dans tous ces transports, un temps relativement gaspillé et inutile. Et donc, ça a été les premiers constats. Mais j'ai rajouté un deuxième constat. Un deuxième constat, c'est que quand les gens quittent leur domicile, ils vont dans leur lieu de travail, globalement, l'endroit où ils vivent donc, devient fantomatique dans la journée. Ils vont travailler quelque part, et une fois qu'ils ont quitté les soirs ces lieux, ils deviennent également fantomatiques. Donc, quand on quitte les lieux, on rentre tard. Et donc, on a toutes ces phénoménologies liées au fait qu'on est fatigué, on voit peu ses enfants, on est toujours à la bourre. Et en plus, on ne connaît personne dans son quartier, on ne connaît personne dans son immeuble, les gens ne se disent même pas bonjour, on ne sait même pas qui est malade, etc. Aggravé par la phénoménologie donc, de l'Internet et puis le E2000, donc le commerce électronique, donc la perte donc, de la maîtrise de l'espace public, le fait que les gens prennent les voitures pour des déplacements, souvent des moins de 5 km, qui deviennent de plus en plus de la moitié des déplacements. Troisième élément, je commençais à regarder les statistiques d'usage de bâtiments. Vous êtes nombreux ici à être métier. Et ben, c'est vraiment très simple, à peu près pareil. Il s'avère qu'un bâtiment est utilisé pour un seul usage. Dans une mairie, on fait des actes administratifs. Dans un lieu de travail, on travaille. Dans un café, on boit un café. Dans un restaurant, on mange. Dans une bibliothèque, on étudie. Dans une salle de sport, on fait du sport. Et donc, ça a une conséquence, c'est que tout ce qu'on a bâti, construit, donc imaginez les centaines de milliers de mètres carrés, même plus, qui peuvent exister, globalement, le pourcentage, en moyenne, c'est 30 à 40% de temps d'usage pour un bâtiment qui existe, qui est monté, qui est entretenu, qui est un très bon, etc. C'est-à-dire que si on inverse ce chiffre-là, un bâtiment est fermé entre 60 et 70% de son temps utile. Donc quand on prend ces trois données ensemble et qu'on les relie entre elles, la pendularité, 70% des gens qui vont à 10% de territoire, et les côtés fantomatiques quand on n'est pas là, et ensuite, donc, quand on rajoute le faible taux d'usage de ce qui existe, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait proposer de nouvelles alternatives qui épousent finalement de nouvelles propositions par rapport à un nouveau mode de vie. Et c'est pour ça que j'ai proposé trois choses fondamentales. La première, œuvrer pour changer les rythmes de vie dans la ville, c'est-à-dire sortir de la pendularité, et pouvoir offrir aux gens donc, une manière de travailler qui ne soit pas d'aller tous les matins faire présence à des endroits où parfois on n'a plus besoin de faire présence parce qu'avec le travail via les réseaux sociaux, via le travail à distance, on peut faire autrement. On est dans une économie de plus en plus servicielle, etc. Donc, je vais appeler ça, on l'appelle au niveau scientifique les chrono-urbanismes, changer le rythme de vie dans la ville. Donc, surtout lutter contre la pendularité et faire de telle sorte qu'on puisse avoir des moments pour des choses qui sont essentielles beaucoup plus courtes, pour qu'on puisse ensuite aller où on veut, mais pas parce qu'on est obligé. Mon constat essentiel par rapport au chrono-urbanisme, c'est qu'il faut quitter la mobilité obligée, la mobilité contrainte, pour aller vers la mobilité choisie. Je me déplace loin
parce que je le veux, pas parce que je suis obligé d'y aller tous les jours. Le deuxième élément, donc, c'est les multi-usages des bâtiments, sortir donc de cette spirale, de cet entonnoir des 60-70% des bâtiments donc on a utilisé, on appelle ça la chronotopie, et donc c'est notre motto, un lieu plusieurs usages, et chaque usage est le beau possible. Et donc pouvoir utiliser toutes ces surfaces-là pour plein d'activités différentes qui peuvent alors offrir une proximité beaucoup plus sérieuse, parce que dans un lieu, donc on peut faire des multiples choses. Et le troisième élément, donc on appelle dans la scientifique la topophilie, c'est-à-dire créer un lien affectif entre l'habitant et les lieux dans lesquels il vit, puisque aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc on dort, on connaît personne, donc donner plus d'affectivité au lieu, créer un lien par rapport à l'espace public, créer un lien par rapport à la verdure, créer un lien par rapport à la végétalisation. Voilà. Chrono-urbanisme, chronotopie, topophilie sont les trois éléments majeurs de ce que j'appelle la ville des quarts d'heure, parce que j'ai proposé un nouveau modèle, on appelle ça une ontologie, dans lequel je suis allé chercher avec mes équipes un peu partout dans le monde, si on parachute quelqu'un quelque part, et quand il débarque, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait autour de lui comme fonction sociale pour être heureux, de lui ou d'elle. Comme maintenant c'est compliqué, lui, elle, moi, je ne sais plus. Donc voilà. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion avec mes équipes, après un long travail de terrain et d'enquête, qu'il y a 6 choses qui nous rendent chacun de nous heureux ou heureuse quand on les a à proximité. La première, un habitat, mais un habitat digne, un habitat dans des bonnes conditions. La deuxième, c'est un travail sans les longs trajets fatigants. Travailler sans ces longs trajets, donc c'est quelque chose qui rend satisfaction. La troisième, c'est faire ses courses, donc un circuit court pour acheter des choses qui sont plutôt de bonne qualité, évitant d'aller 20 km pour acheter quelque chose. La quatrième, c'est prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale. La cinquième, c'est nourrir l'esprit, l'éducation, la culture. Et la sixième, c'est pouvoir se prélasser dans de bonnes conditions par rapport à la biodiversité, un air non pollué, de l'eau, de la végétalisation. Et ces 6 choses-là, donc habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer et s'épanouir, constitue le socle de ce que nous appelons donc la social circularité urbaine ou territoriale. Et donc, nous avons pris des cartes des territoires à Paris, à Toulouse, à Nantes, à Mulhouse, j'étais hier à Aix-en-Provence, et on a fait des cercles et on a vu que dans des zones compactes, c'est-à-dire à très forte densité, si on arrivait à offrir dans un rayon d'un quart d'heure à pied ou en vélo un accès, on va dire, important à ces fonctionnalités, on avait quelque chose qui était beaucoup plus apaisé et qu'automatiquement, quasiment, on obtenait 4 choses qui amélioraient la qualité de vie de manière quasiment immédiate. Une écologie non punitive, parce que c'est vraiment plutôt le fait qu'on peut se déplacer autrement et tout va bien. Une proximité d'usage, de multi-usage, qui fait qu'on l'utilise plus et mieux. Et donc, on vit dans les lieux, on travaille près, on est dans l'espace public, on profite donc des autres. Troisièmement, donc, ce qu'on appelle nous la solidarité économique, c'est-à-dire qu'on va vivre dans les quartiers, on va vivre dans des lieux qu'on va revitaliser, on va localiser l'économie, on va créer des emplois, on va créer des circuits d'approvisionnement, on va relocaliser les activités de services qui avant c'était à la Défense ou ailleurs si on est à Paris. Et quatrièmement, on va inciter les citoyens à s'impliquer dans la vie locale, voilà. Donc écologie, proximité, solidarité et participation citoyenne. Et par rapport à la politique urbaine, donc je me suis inspiré des travaux de la prix Nobel d'économie de 2009, Elinor Ostrom, qui a écrit avec Marie Vincent ce qu'on appelle gouverner par le commun. Et donc nous sommes cherchés le commun urbain, c'est-à-dire donc tout ce qui peut, en tant que politique publique, servir à éviter la gentrification qui est notre ennemi, pour éviter d'avoir des écoquartiers à bobo qui améliorent la qualité de vie, mais qui deviennent des nouvelles centrifugeuses pour mettre les gens à l'extérieur. Et donc, on a imaginé des choses qui aujourd'hui se font très bien. J'étais hier à Aix-en-Provence et j'étais ravi de voir ça, par exemple. Donc, les nouveaux bails solidaires. Donc, on achète des terrains, mais on ne vend que les bâtis, par exemple. Et ce qu'on appelle les commercial property des villes. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on achète la ville avec, au travers donc
une subsidiaire, une filiale, et donc de locaux commerciaux un peu partout, mais qu'on loue ensuite à des prix qui ne sont pas spéculatifs par rapport au marché. Donc il y a plein de villes qui ont ça. À Paris, ça s'appelle la SMA Est. Bon, le social housing, vous en avez discuté même tout à l'heure. Et la mixité d'usage. Et peu à peu, ces concepts donc, ont appris parce que le secteur privé s'est intéressé, parce que des grands opérateurs de l'immobilier, parce que des grands opérateurs du retail, donc la famille Mulliez, puisqu'on est ici à Lille, hein, donc ils ont créé Nood, qui est le nouvel opérateur des services, qui cherche justement à sortir des grands centres commerciaux pour le faire donc en plus petit et faire des multiservices. Et quand j'ai dit Altarea, donc les quartiers maintenant à Nantes, de la Semois, j'étais hier à Aix-en-Provence avec toutes les 5 ou 6 multicentralités qu'on est en train de créer. J'étais avant-hier à Toulouse également. Et ensuite, une organisation mondiale des villes qui s'appelle les C40, qui réunit les grandes organisations mondiales des villes, a adopté en milieu de la pandémie, en avril 2020, donc on était en plein pandémie, on a beaucoup travaillé avec les maires de Milan, Giuseppe Sala, qui a adopté pour sa ville et qui a adopté pour l'ensemble du C40 ces concepts-là, qui aujourd'hui donc on commence à s'installer avec diverses implémentations. Juste pour finir, les quarts d'heure, c'est pour des zones compactes. Et donc, pour les zones métropolitaines, pour les zones à moyenne et faible densité, il est moins connu. Mais en fait, ce concept, il est né avec son jumeau. On appelle ça la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle donc la demi-heure métropolitaine, où on a la demi-heure des moyennes et faibles densités, dans lesquelles les concepts sont les mêmes, mais par contre, on intègre des mobilités différentes, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, allez-y à pied ou en vélo pour faire 60 km, donc pour aller faire des retours. Il y en a qui les font aux Pays-Bas, mais pas chez nous. Donc, on intègre des mobilités avec les véhicules électriques, avec les transports à la demande, avec les voitures partagées. On l'implémente en Occitanie, actuellement à la demande de la présidente Carole Delga, sur plusieurs densités. Et donc, on reconstitue ce que nous appelons avec Jean-Christophe Fromentin, donc le maire de Neuilly, qui est très impliqué sur les villes moyennes, les nouvelles armatures territoriales qui doivent être donc polycentriques et multi-usages. Les polycentrismes, les multifonctionnalités, les multi-usages pour créer des nouveaux modèles économiques. Et ça nous fait un triptyque vertueux, écologie, économie et inclusion sociale, qui est la vraie définition du professeur Yunus, prix Nobel en 2007, avec qui nous travaillons étroitement, qui est les vrais modèles du développement durable. Donc, un euro investi dans la ville doit avoir un retour d'investissement sur l'écologie, sur l'économie et sur les sociales. Très bien, écoutez, merci. Alors, vous n'étiez pas là, mais en fait, j'ai commencé à vous introduire en disant la ville du quart d'heure et la métropole de la demi-heure. Je ne savais pas que vous alliez aborder ça de cette manière-là, donc c'est extraordinaire. On est en train de boucler la boucle. Alors, je voulais vous dire que quand vous avez commencé à parler des 6 choses qui rendent les gens heureux, je me suis rendu compte, parce que j'ai d'autres fonctions en fait politiques sur les personnes âgées, que quand j'allais rencontrer les personnes âgées dans les EHPAD, c'est exactement ce qu'ils me disaient. C'est-à-dire que grosso modo, ils me disaient qu'ils voulaient vivre dans un habitat qui soit correct. Ils me disaient qu'ils voulaient aller faire leurs petites courses en fait à pied. Ils me disaient que donc en circuit court avec des produits locaux, aller au marché. Ils me disaient qu'effectivement, évidemment, la santé, ils voulaient en prendre soin. Ils me disaient qu'ils voulaient de temps en temps avoir un peu de loisirs, que les loisirs viennent à eux plutôt que d'aller très loin pour en avoir. Et puis, évidemment, passer de bons moments. Donc, j'ai l'impression que si on écoute peut-être nos anciens, on a aussi la capacité à construire en fait la ville de demain avec peut-être plus de bon sens, parce que ce que vous dites, j'ai envie de dire que c'est du bon sens, mieux utiliser en fait les bâtiments en fait qui sont les bâtiments de la journée, les utiliser le soir, faire que les gens en fait s'y retrouvent, avoir un usage démultiplié. Je trouve ça. Alors moi j'ai appris plein de mots. Enfin je suis désolée, peut-être que vous les connaissiez tous, mais moi le chrono-urbanisme je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas la chronotopie et la topophilie. Donc pour effectivement apprendre en fait à vivre heureux, il faut avoir ces 3 dimensions en fait dans le fonctionnement. Donc alors cette affectivité des lieux, est-ce que vous avez parlé en fait des choses qui rendent heureux, mais est-ce qu'on a des exemples un peu concrets? Alors il y a une question qui depuis tout à l'heure est devant mon nez en fait. Je vais vous la poser parce que elle est quand même. Est-ce que alors on a eu une formidable occasion de vérifier quand même qu'on pouvait, enfin
vérifier. Et dans l'autre sens, travailler un peu à distance. Donc, est-ce que le télétravail fait partie des choses qui peuvent rendre heureux ou pas, hein, permettre d'éviter ce quart d'heure? Est-ce qu'on peut reconvertir, avec l'expérience qu'on a eue, des bureaux qui vont être moins utilisés pour en faire du logement, en fait, et peut-être faire dans des bureaux, avoir des bureaux et des logements, en fait, avec des proximités? Est-ce que c'est des enjeux sur lesquels nous pouvons travailler d'ores et déjà? Est-ce que c'est déjà travaillé dans des lieux? Alors, je sais qu'il y a Novaxia qui le fait en région parisienne. Est-ce que vous avez des exemples sur ce sujet? Oui, oui, énormément. Le télétravail, je l'ai dit dans mes écrits sur les terrains, parce que ce que vous dites sur les EHPAD, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec les EHPAD. J'ai fait la clôture des dernières conférences nationales des EHPAD, justement parce qu'on a développé ça encore pour les EHPAD. On appelle ça les médiateurs des services, c'est-à-dire on appelle ça les services inversés, c'est-à-dire amener la vie là où se trouvent les gens. Donc sur le télétravail, donc moi j'ai dit toujours depuis le début de la pandémie qu'il fallait éviter les pièges de se convertir tous en pyjama workers. Donc voilà, parce que c'est effectivement facile, on est en pyjama, on travaille chez soi, etc. Donc en fait, il faut garder l'acte de socialisation du travail. Et de manière très concrète, j'étais il y a 2 semaines à Toulouse avec Action Logement, que vous connaissez tous, hein, puisque donc Action Logement, avec l'équivalent du 1% patronat, ils ont une mission qui est de faire des logements pour que les gens travaillent mieux. Et donc là, j'ai assisté donc au lancement de la première pierre de ce qu'on appelle donc les corporate working, qui est inspiré donc de ces travaux-là que nous menons. C'est-à-dire que plutôt que de travailler chez soi, ce que nous proposons, c'est plusieurs dispositifs, dont un est celui de la décentralisation du travail, dans lequel on vient utiliser les mathématiques et l'informatique pour mieux travailler, diminuer les longs déplacements pendulaires et par contre se socialiser. Donc là, dans les cas concrets, là, c'est donc la reconversion d'un entrepôt des foie gras, donc il y en a beaucoup dans les secteurs, qui devient un lieu de travail. Et donc, dans ces lieux-là, on va donner un accès, soit à une entreprise, soit à plusieurs, et elles vont faire les calculs donc, par rapport au nuage des gens qui sont collaborateurs, par où ils viennent, d'où ils viennent. Et donc, on va cibler les points cardinaux pour avoir une accessibilité qui soit la plus proche, dans laquelle ils peuvent passer de quelques heures à quelques jours, et donc ça fait ce qu'on appelle des hubs intermédiaires. Donc ça, on le fait concrètement. J'étais en Corse donc il y a quelques semaines avec Gilles Simeoni, donc le président du conseil régional, et par exemple, on peut le faire également avec les collectivités locales. Donc là, c'est les cas concrets de la mairie d'Espeluncato, donc en Balagne, et donc là, la mairie d'Espeluncato a acheté des bâtiments qui étaient un peu en rade. Ils ont été retapés. Et les lieux de coworking qui étaient installés là est un lieu de coworking qui est utilisé par les fonctionnaires des mairies. Donc c'est en Corse et en Balagne, donc la montagne. Les gens, parfois, ils doivent faire 1 heure dans des conditions météo difficiles. Et donc plutôt qu'aller tous les jours, traverser, faire 1 heure et les retours, ils s'arrêtent à Espeluncato, dans ces lieux-là. Ils travaillent, donc quelques heures ou une journée ou 2. Ils se mélangent en plus avec des start-upers. Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet? Regardez comme on crée de la valeur à partir d'un lieu vide. Les gens, ils sont là. Ils sont une trentaine. Donc, du coup, il y a un restaurateur qui a ouvert, qui, lui, il est parti dealer avec les agriculteurs et les éleveurs. Et donc, on a créé tout un circuit court d'approvisionnement. Et Espeluncato, aujourd'hui, vous pouvez taper Espeluncato et regarder au niveau numérique. Et donc, ça, ce sont des exemples où on montre qu'on n'a pas besoin d'être une grande métropole mondiale. On peut être un simple tout village donc, de 300 habitants et dans lequel on crée ce qu'on appelle donc, des nouvelles armatures territoriales. Il faut réfléchir pour les entreprises. Et puisqu'on est ici à Lille, juste à côté, il y a mon ami Guillaume Delbar, qui lui est à Roubaix, avec qui donc, nous travaillons sur cette circularité. Et donc, Guillaume est en train de chercher comment jumeler ça avec d'autres collectivités territoriales qui sont là, en disant, toi, tu accueilles là-bas des gens qui viennent de ton côté, et moi, j'accueille ici des gens qui viennent de mon côté. Puisque, en fait, on a la place, donc en général, sauf qu'il est peu utilisé. Donc la question du travail est une question de pouvoir positionner des nouveaux modèles, des nouvelles manières de travailler. Mais parfois, il faut juste un peu d'imagination. Regardez les cas d'une discothèque. On les fait actuellement à Paris. Une discothèque, ça ouvre, dans la meilleure des cas, jeudi, vendredi et samedi, de 22h à 3-4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe l'après-midi? C'est lieu, il est fermé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les patrons. On leur a dit l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la place, il y a une piste, il y a de la sono, il y a de la musique. On a ramené un coach qui, lui, met de la musique
Et c'est de la Zumba. Et l'après-midi, dans les heures creuses, donc de 15 à 18h30, ça devient une salle de sport. Qui vient? Les gens des quartiers. Combien ils payent? Ils vont payer 2, 3 euros, 4 euros. Ça permet de payer un coach. Donc, tout le monde est content. Les jeunes qui viennent, on crée de la topophilie puisqu'ils connaissent les quartiers, ils viennent là, ils deviendront même des clients des discothèques. Les patrons, ils vont utiliser cet espace. Hein. Il y a quelqu'un qui aura un emploi pour 3 ou 4 heures. Voilà, on crée de la valeur à partir de rien. Regardez un café. Qu'est-ce qu'on a fait dans plusieurs lieux? Pas qu'à Paris, mais on le fait aussi dans plein d'autres lieux. Un café à des heures creuses, 17h, 19h, pas top. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle donc les cours polyglottes. Donc, c'est que n'est pas forcément les plus forts en langue à l'école. Donc, on fait des soutiens. Dans un lieu, il est vide, où il y a peu de monde. Il y a les gens qui viennent. Ils mettent ici, donc, sur leur veston, la langue qu'ils veulent pratiquer. Et donc, ils arrivent à 20 à 30, ils vont payer, allez, 4 euros, on va dire. Donc, ça fait 80, 90 euros, 5 euros, peu importe. Ils vont consommer, donc, le cafetier, il va avoir un pic sur ses affaires. Il file 10% à la sauce qui gère ça. La sauce, elle paye 1 ou 2 ou 3 personnes pour 1 heure et demie pour aider les gens dans les coachings. Voilà, et tout le monde est content. Vous voyez, on a créé de la valeur à partir d'un espace vide. Pourquoi? Parce qu'on gère les intersections. Et c'est ça la ville. La complexité, Edgar Morin, Complexus, tissés ensemble. Dans la ville aujourd'hui, il faut casser les silos. Il faut casser les silos du travail, les silos du logement, les silos de la culture, les silos de la santé, être transversal et donc ensuite aller créer cette valeur qui permet à ce moment-là de créer un modèle économique, un modèle écologique et un modèle social qui devient donc prometteur parce qu'on crée de la valeur à partir des espaces qui étaient avant vides. Vous voyez, donc ça c'est super concret et ça les ouvre les chakras à chacun de nous pour imaginer des choses qui peuvent aller même très 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 loin puisque vous fermez les yeux, vous imaginez tous ces lieux qui sont vides et sur lesquels il ne passe rien sur certaines heures, ben, il faut les utiliser. J'ai proposé à une grande entreprise donc des mondes financiers, une grande banque qui a vraiment des milliers d'employés, ils allaient faire une dalle de sport au dernier état, en fait, au sous-sol de leur tour. Ben, je suis non. Vous allez rester enfermés, les travailleurs, ils vont aller pédaler, ramer, machin. Ben non. Prenez de l'argent de votre centre de sport, vous la faites dans les quartiers. Et comme ça, quand vous ne l'utilisez pas en tant que collaborateur et employé, ben vous ouvrez aux gens des quartiers qui vont payer moins des prix, moins cher, etc. Et ça sera topophilique pour tout le monde. On crée un lien entre les gens. Voilà. C'est des choses, en fait, qui ne demandent pas. On me demande souvent, quand je suis à l'étranger, ce matin en Écosse, quel est le budget qu'il faut prévoir. Je dis non, il faut redéployer donc des investissements qu'on a déjà prévus, tout simplement en faisant des croisements. La ville des quarts d'or, c'est la ville des intersections, on appelle ça, c'est un autre mot, le ROC, donc le return on collisions, les retours des collisions. Donc voilà, plus les gens rentrent en collision, plus on est en friction, bah, plus on est heureux et c'est ça l'importance. D'où l'importance de l'espace public, parce que c'est les lieux qu'on peut gérer les plus facilement avec ces collisions. D'où l'importance d'avoir un espace public, non pour les voitures, mais pour les gens, pour qu'ils se retrouvent, pour apaiser. Et là, ça devient un cercle vertueux. Quand vous le faites de manière massive, c'est absolument extraordinaire en tant que transformation urbaine par rapport à l'état d'esprit des gens. Et là, vous avez une ville apaisée, et c'est ce que nous voulons. Carlos Moreno, vous êtes passionnant. Et ce n'est pas que moi qui le dis, puisque on est évidemment retransmis en direct sur le net et on a beaucoup de réactions extrêmement positives sur votre intervention. Alors moi, je retiens que vous êtes un vrai coach des fonctionnalités, des usages, un économiseur d'espace, et puis vous donnez de la valeur en fait aux lieux et aux espaces en y travaillant. Donc je vais accepter peut-être une question de la salle parce que je sais qu'on est tenu par l'horaire de 12h30 et qu'on l'a déjà dépassé. Donc parce que l'espace est utilisé derrière. Voilà, donc je vous propose en fait une question de la salle. Je vais la prendre, allez, je le dis à droite, parce que j'ai rien pris à droite. Donc s'il y a une question sur la droite, je la prendrai. Voilà, c'est pas une question d'opinion, c'est juste une question d'espace qui a déjà été utilisé à gauche, au milieu. Et donc si sur la droite, on a une question pour Carlos Moreno, je serai preneuse. La droite n'a pas de question. Ah, Caroline. Non. Présente-toi si tu veux. Enfin, moi, je peux te présenter, mais...
Bonjour, Caroline Lenantec, dirigeante d'une entreprise associative sur la médiation sociale et la création du lien. En fait, je rebondis sur ce que vous dites. Comment est-ce que vous allez un peu plus loin sur sortir des modes, pas seulement des modes d'usage, mais des modes de financement de ces usages, et créer véritablement ce qui était un peu incantatoire encore jusqu'à présent sur les enjeux de la coopération et de la fonctionnalité, mais comment le traduire réellement pour qu'on crée une valeur ajoutée qui soit suffisamment lisible et partagée et durable dans le temps? C'est vraiment une très bonne question et je travaille beaucoup là-dessus, donc ça peut donner lieu encore à des longs exposés, mais je vais essayer d'être court. Mais votre question est vraiment d'une grande pertinence. Et aujourd'hui, donc vous l'avez résumé très brillamment, il faut aller donc vers cette notion de l'économie multifonctionnelle, donc basée sur les usages, basée sur les rencontres, basée sur les brassages, basée sur les intersections. Et donc il faut retrouver, donc je dirais, les sources de financement qui permettent et redéployer, mais je dirais aujourd'hui, je n'ai pas trop d'inquiétude parce que, comme je le disais tout à l'heure également, le secteur privé a très vite compris l'intérêt grâce à la pandémie. Hein, parce que ces modèles-là, il n'est pas nouveau. Hein, ça fait 6 ans que je l'ai dit. Quand je l'ai proposé pour la première fois il y a 6 ans, tout le monde m'a dit « Carlos, c'est super ton truc, c'est vraiment très sympa, la ville des quarts d'heure, mais tu sais, et jamais personne ne travaillera près de chez soi. Et en plus, tu dois dire aux gens qu'ils soient heureux d'avoir un boulot et dis-leur que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc non, qu'ils se lèvent plus tôt pour aller à leur lieu de travail. » Bon, je continuais avec mes équipes de recherche, on est des chercheurs, hein, donc voilà. Moi, je suis là plutôt pour avoir de nouvelles idées, pousser les frontières, mais j'aime bien aussi quand 1% des idées transforment quelque chose quelque part. Donc, on a continué, et donc, bien, effectivement, la rencontre avec Anne Hidalgo a été extraordinaire, parce qu'en 2019, elle a adopté ce concept pour Paris, et donc, c'était le cœur de sa campagne électorale, et après la pandémie, a fait que ça explose de partout parce qu'on est rentré parfaitement dans une réponse donc, sur comment garder l'intensité sociale dans un moment où tout le monde doit être masqué à plus d'un mètre ou chez soi. Mais la vraie question que vous posez là, et en fait, la vraie question qui se pose, que peut-être vous n'avez pas posée, mais que je vais vous donner juste comme piste, c'est que je travaille actuellement, ça fait 1 an que je travaille, sur un nouveau modèle d'économie de la fonctionnalité par rapport à la proximité. Je vais essayer de résumer en 3 phrases, ça ne me prend pas trop de temps. La première phrase, si vous développez cette notion de ville du quart d'heure, de territoire de demi-heure, automatiquement, vous allez avoir une ville de plus en plus polycentrique ou un territoire de plus en plus polycentrique irrigué de services. Deuxième élément, si vous avez des services, on est dans une économie de marché, donc, qui elle fonctionne à l'offre et à la demande. Et toutes ces économies de marché, par rapport à l'usage, ils sont des moments creux et ils sont des moments des pointes. Donc, nous, notre question, c'est toujours comment on crée de la valeur à partir de rien. Donc, aller chercher les creux pour que ça se transforme en nouvelle valeur. 3, vous prenez les logements. Et je vais juste prendre un exemple extrêmement précis. Les personnes qui sont, on va dire, à 80% du salaire médian. Donc, c'est à peu près 1 700 €. Dès qu'ils sont une famille monoparentale avec 2-3 gosses, ça veut dire qu'ils sont des gens qui sont à quelques dizaines d'euros, qui finissent mal, même un peu plus, même ça rapproche de celui de pauvreté. Ça veut dire que cette personne-là loge quelque part, mais ils n'habitent pas dans la ville, parce qu'ils n'ont pas la manière de se payer des services de la ville, puisqu'ils sont très très près de leurs économies. J'ai fait toute une étude, je vous en passe les détails. Mais c'est la réalité. J'appelle ça les drames de nos sociétés urbaines aujourd'hui, c'est que les gens logent quelque part, mais ils n'habitent pas dans la ville. D'où tous les problèmes d'exclusion qui vont, de pauvreté, également ressentiment, tout ce qui va autour et qui fait des vrais cocottes minutes, donc beaucoup de nos quartiers en situation difficile. Voilà. Donc j'ai dit que l'économie des usages, si on la cible sur le logement, signifie que nous vivons aujourd'hui dans un modèle de logement par rapport aux locataires, qui est un modèle archaïque, quasiment du 19e siècle, même du 18e, dans lequel on paye un loyer pour l'usage des mètres carrés à l'intérieur et quelques servitudes pour avoir chaud, pour avoir froid, pour avoir de l'eau, maintenant pour avoir Internet, que l'ascenseur marche et que les grilles fonctionnent et que ça soit propre. Mais il n'y a rien
qui dans l'acte de loger nous relie par rapport à la ville et dans ces villes qui est de plus en plus, donc qui exclut de plus en plus. Mais si on développe cette idée des services de proximité, à ce moment-là, on pourra aller taper dans tous ces services qui sont du coup à proximité, mais qui ne vont pas fonctionner à plein temps, à fond. Donc, on va voir des restaurants, on va voir des coiffeurs, on va voir des manucures, on va voir des cinémas, on va voir des théâtres, on va voir plein de trucs qui auront des plages horaires. Voilà. Et donc, moi, je dis qu'il y aura une transformation de l'économie de la fonctionnalité multi-usage par rapport au logement et dans lesquelles on aura l'équivalent des charges variables qu'on paye aujourd'hui uniquement pour avoir chaud, avoir froid, qui seront des charges liées à l'économie d'usage de la proximité. Et que donc, on peut, d'un point de vue des mathématiques très simples ou des mathématiques plus compliquées, comme les fonds, les mutuelles et les assurances, pour faire un lissage et offrir un service qui permet aux gens d'accéder à un minimum de services de proximité annualisés, déclinés sur une espèce de charge variable et qui va venir utiliser des assets financières qui aujourd'hui sont mises sur l'assistanat social, mais qui ne sont pas liées à des services. Et là, on aura créé donc une économie des fonctionnalités multi-usages pour le logement qui permettra à tout le monde de gagner. C'est toujours ma méthode. Il faut créer des valeurs à partir du vide, parce que c'est la meilleure valeur quand on part des assets qui existent déjà. Et donc, ça permettra à une personne, à une femme, aller chez le coiffeur, chez le manucure, à une famille, aller chez le restaurateur, aux gosses d'aller au musée, et d'aller jouer au bowling ou à un centre sportif, et qui est tout simplement une question de dignité humaine, parce qu'ils n'ont jamais eu accès, pour un prix très très bas, et tout le monde gagnera. Parce qu'un restaurateur ou l'autre, il préférera y avoir quelqu'un même moins cher, mais qui paye au moins ses frais fixes. La personne utilisera donc ces lieux pour sortir de chez lui et avoir de l'inclusion sociale. Nous, par rapport aux villes, ça nous donnera de la cohésion sociale et on utilisera mieux les aides et les assets que l'on utilise. Et là, on rentrera dans un cercle vertueux. J'appelle ça à ce moment-là, et loger quelque part, habiter dans la ville, qui est les drames de nos sociétés urbaines aujourd'hui. Les gens ils logent quelque part, mais ils n'habitent pas dans la ville. Et c'est notre grand défi si on veut de la cohésion sociale et une économie des proximités qui crée de la valeur. Carlos Noraino, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vais conclure en fait Vous avez déjà très bien conclu l'économie fonctionnalité multi-usage sur le logement. Je crois qu'en fait vous avez donné beaucoup d'idées en fait aux promoteurs et aux bailleurs qui étaient présents aujourd'hui. On a eu l'occasion d'en débattre avant votre arrivée. Donc je vous remercie en fait tous pour votre participation. Donc Jérémy Estrader, Pascal Boulanger, Philippe Rémillon. Merci Carlos Noraino pour ce moment que vous nous avez partagé et toutes ces idées. Et moi, maintenant, je sais pourquoi je suis heureuse. J'ai à peu près les 6 éléments en fait, dans ma vie. Donc, merci beaucoup. Au revoir.